le circuit érectile, il peut être fait, mais avec une pompe. Alors, t'appuies une fois? Plusieurs fois, pour pomper. Ah ouais, t'appuies. Comme si on gonflait la roue d'un Comme vélo, si tu quoi. gonflais un... Ouais. On gonflait un pneu, quoi. Incroyable. Mais attends, parce qu'une fois que c'est gonflé... Après, il y a le bouton inverse. Ah, waouh. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle interview sur Légende. On reçoit Alexandre Verino, il est chirurgien esthétique. Il a été même chef de clinique pendant 3 ans à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Il nous a contacté sur la page contact@legendegroup.fr pour passer dans l'émission. Il nous a raconté un peu quelques anecdotes de son passé. Il a par exemple soigné quelqu'un qui s'était brûlé à 95% du corps en chirurgie réparatrice. Il a dû faire des transitions, parfois d'hommes qui souhaitaient se faire retirer le pénis ou se faire implanter un vagin. C'est lui aussi qui s'occupe de toutes les petites retouches physiques, les paupières par exemple, le nez, pour ceux qui veulent faire des rhinoplasties ou qui veulent ressembler à leur star. Il va nous raconter à quelle star les gens veulent ressembler. En tout cas, merci de nous suivre de plus en plus. On sort des émissions le mercredi, le vendredi et le dimanche sur la chaîne Légende. On est aussi disponible sur Instagram, TikTok et sur tous les réseaux. Pour l'instant, on se retrouve avec Alexandre Verino, chirurgien esthétique sur Légende. Bonjour, je suis Alexandre Verino, chirurgien esthétique, et je vais vous raconter des anecdotes sur Légende. Merci beaucoup, Alexandre. Tu nous as écrit, Alexandre. Enfin, c'est pas toi qui m'as écrit. Ouais. C'est quelqu'un qui bosse avec toi, je crois, qui m'a dit il faut absolument que vous rencontriez Alexandre. Il est chirurgien esthétique, il a plein d'anecdotes à raconter. Du coup, on s'est appelé, on a préparé l'émission et j'ai noté pas mal de choses de ta vie. Pour commencer, juste, on va revenir sur le début de médecine. Comment ça se passe pour toi? Tu es chirurgien esthétique aujourd'hui, mais tu as grandi à Sartrouville. Tu as fait un lycée ZEP et tu as profité d'un programme, ce qu'on appelle d'égalité des chances. Oui. C'est quoi exactement ce programme-là? En gros, c'était un programme qui était organisé, ça existe toujours, par l'ESSEC, une école de commerce. Et le but, c'était d'aider un peu des jeunes, des étudiants qui avaient un petit potentiel, on va dire, à pouvoir faire un peu plus d'études, mais qui n'avaient pas forcément les moyens ni l'encadrement familial qu'ils pouvaient avoir autour pour y arriver. Tu n'avais pas de médecin dans ta famille, tu n'avais pas de gens Pas de médecin dans ma famille, donc par contre mes parents m'ont toujours poussé, mais Ouais. ils n'avaient pas forcément fait de grandes études ou autres. D'accord. Et donc ce programme était justement pour nous motiver un peu et nous prouver que c'était possible, peu importe du milieu dans lequel on venait, quoi. Ils faisaient quoi tes parents dans la vie, sans indiscrétion? Alors ma mère elle est secrétaire médicale D'accord. et mon père il travaille dans une boîte de mécanique de précision. D'accord, ok. Donc le lien médical, c'était par ta mère, mais sans Voilà. vraiment faire de médical non plus, quoi. Voilà. C'est quoi ton premier contact avec la médecine avant de rentrer dans les anecdotes de chirurgien esthétique? Tu as fait des choses, tu as été interne, tu as fait pas mal de choses. Aujourd'hui, pour le rappeler, tu as été 3 ans chef de clinique de l'hôpital Saint-Louis. Oui. Tu as ton cabinet, donc Paris 7e arrondissement. Tu es à la clinique des Princes à Boulogne, à Rueil-Malmaison. Il y a pas mal de... On mettra ça en description pour les gens qui veulent te retrouver après l'émission. C'est quoi ton premier contact avec la médecine, toi? Alors mon premier contact à l'hôpital, c'était avec ma mère, on va dire. Ouais. Parfois le mercredi, j'allais avec elle pendant les vacances. Donc c'était le premier contact vraiment avec l'hôpital. Le premier contact au bloc, c'était quand j'étais au lycée, grâce à ce programme d'égalité des chances où j'avais pu passer une journée au bloc opératoire à suivre un chirurgien. C'était quoi? Enfin, concrètement, à 17 ans, c'est quoi? T'es en seconde, première? Voilà, j'étais en seconde. Ouais. Et à 15-16 ans, on t'amène dans un bloc opératoire? Voilà. C'est autorisé de faire ça? Alors si on demande les autorisations, si on vient juste pour regarder en se mettant un petit peu en retrait, c'est possible. Qu'est-ce qui t'a marqué? Parce qu'à la base, si j'ai bien compris, après ce moment-là, tu ne te voyais pas du tout devenir médecin et encore moins chirurgien, quoi. Ouais, donc ce jour-là, en fait, c'était en chirurgie digestive. Donc déjà, on arrive au bloc opératoire, c'est une atmosphère un peu froide, il fait très froid, les lumières sont très blanches, tout le monde est habillé, masqué, avec des charlottes. Donc c'est pas un milieu forcément très convivial de prime abord. Et le premier patient, c'était un patient qui venait pour un cancer de l'anus. Donc j'arrive au bloc opératoire, donc il y avait une infirmière qui m'accompagnait gentiment, qui m'a expliqué les choses, et je suis rentré au bloc. Le bloc était déjà bien entamé. Donc je vois ce monsieur qui a les jambes en l'air, avec des écarteurs au niveau de l'anus, en train de se faire opérer pour lui retirer son cancer. Donc là, ça a été 1 minute, 2 minutes, et je suis quasiment tombé dans les pommes. Donc on m'a accompagné à me manger un petit truc, me resucrer. Ouais. Et je suis rentré le soir et j'ai dit à ma mère, je pense que je ferai pas Jamais ça. ça. Et comment on passe de ce moment-là, de dire jamais ça, à peut-être que finalement c'est pour moi cette carrière de médecin et de chirurgien? Disons que j'avais toujours voulu faire ça. Donc le moment où j'ai dit ça, c'était peut-être le moment qui avait fait ça, l'atmosphère qui avait fait ça, mais je me suis pas laissé abattre, on va dire, et j'ai poursuivi ce que j'avais toujours voulu faire, quoi. Dans l'esprit, beaucoup de personnes, en tout cas de mon cas, c'était ça, c'est que la chirurgie esthétique est à part de pas mal de chirurgie. On distingue un petit peu, tu sais, t'as la gastro-entérologie, t'as l'urologie. On met toujours un peu la chirurgie esthétique de côté. Est-ce que toi, dès le début, tu te dis je vais être chirurgien esthétique ou pas du tout? Alors quasiment dès le début. Donc de base, j'ai fait médecine pour faire chirurgie, ça c'était sûr, certain. Je voulais à tout prix être chirurgien.
Et très rapidement, j'ai voulu faire de la chirurgie esthétique et plastique et reconstructrice. C'est une spécialité qui est vraiment très, très variée. On opère de la tête aux pieds, donc on peut aussi bien faire de l'esthétique que de la reconstruction, que des patients grands brûlés, que des cancers de la peau, que de la microchirurgie. Donc c'est vraiment, à l'heure actuelle, pour moi, c'est la chirurgie la plus vaste, quoi. C'est combien d'années d'études, en fait, finalement? C'est le cursus général médecine, et après, tu as des spécialités, c'est ça? C'est ça. Donc il y a le cursus général, donc on fait 6 ans d'externat. Ok. Après, on choisit sa spécialité. Donc il y a 5 ans d'internat, où on va choisir chirurgie, médecine, cardiologie, enfin, n'importe quelle spécialité. Et après, on a un poste de chef de clinique à l'hôpital, où on va rester entre 2 et 3 ans avant d'avoir 2 carrières possibles, où on reste dans une carrière hospitalière, ou on va dans une carrière libérale ou mixte. Ok, je comprends. Et quand tu commences, j'ai vu qu'un des premiers stages, c'était en néphrologie. Donc c'est tout ce qui est maladies liées au rein. Donc là, tu es dans une chirurgie, c'est général pour l'instant, à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais en fait exactement quand tu travailles dans les greffes du coup de rein? C'est quoi tes missions? Là, à ce moment-là, c'est quand j'étais étudiant. Donc quand on est étudiant, on a une mission, on va dire, on suit un médecin un petit peu plus vieux qui va nous répartir quelques missions, qui va nous apprendre le métier, on va dire. Et dans ces moments-là, surtout en néphrologie, c'est tout ce qui touche au rein et tout ce qui va toucher à la greffe de rein aussi. Et quand on est d'astreinte ou de garde la nuit, on va être d'astreinte par rapport aussi aux greffes de rein. Donc s'il y a un patient malheureusement qui décède, qui est en état de mort encéphalique, c'est-à-dire qui est décédé mais que son corps fonctionne encore, c'est à ce moment-là où on peut donner ses organes. Et c'est à ce moment-là où il y a tout un protocole qui est fait pour voir quel est le patient le plus urgent qui peut recevoir cet organe et si ce patient est compatible avec cette autre personne qui est décédée. Ça fait un peu liste d'attente classique. C'est ça, liste d'attente classique avec des critères d'urgence et des critères de compatibilité. Et à ce moment-là, quand j'étais de garde, on avait été appelé en urgence pour aller prélever un rein justement, parce que c'est l'équipe qui va greffer le rein mais qui va aussi le prélever pour ne pas avoir de problème technique et être sûr de le prélever selon sa technique opératoire. Du coup, par exemple, tu es à l'hôpital, tu sais, tiens, alerte, il y a tel patient que tu traites qui va pouvoir avoir son rein. Là, c'est toi qui vas greffer donc ce rein, qui doit aller chercher le rein sur le patient d'origine. Putain, c'est fou. Et dans les films, on voit souvent parfois ce top départ un petit peu de chirurgien, infirmier, équipe complète dans une ambulance, c'est vraiment à balle, ça ressemble à... C'est ça. Nous, quand on avait ça, on était escortés par la police. Et ça peut être, si c'est pas trop loin, escorté par la police. Si c'est très loin, ça peut être en hélicoptère. Ok, et donc là, tu vas sur un patient qui est clairement en fin de vie. Et là, tu dois prélever un rein. T'as les familles autour de cette personne-là ou... Alors à ce moment-là, il n'y a pas les familles. Là, c'est vraiment un bloc opératoire. Et on va dire qu'après, chaque chirurgien se suit. C'est-à-dire qu'il y a les reins qui vont pouvoir être prélevés, il y a la peau qui peut être prélevée aussi, il y a le cœur qui va pouvoir être prélevé, le foie, et il y a un protocole, et ça va être tel organe en premier, ainsi de suite, pour pouvoir récupérer tout ça. Ah, tu récupères pas uniquement ce que tu vas chercher? Si, ça sera d'autres équipes. C'est-à-dire que chaque équipe, chaque spécialité va récupérer l'organe qui va pouvoir regreffer à côté. Et ça se succède, c'est vrai? Ça se succède, ouais. Ça veut dire qu'on va laisser un corps quand même très abîmé. Alors certes, la personne est décédée, mais un corps qui va être assez mutilé. De l'intérieur, après, tout est remis, bien sûr, pour respecter le corps, et D'accord. qu'il puisse y avoir après des funérailles respectables. Est-ce qu'il y a un cas de conscience de se dire, alors certes, je vais sauver une vie, ça c'est évident, mais est-ce que je laisse un mort derrière moi? J'imagine que la personne a décidé de donner ses organes, ou que la famille était au courant et qu'elle a transmis l'info, mais est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là de non, où ça équilibre, je sauve une vie pour en... C'est ça, justement, on se dit que cette personne est malheureusement décédée, mais elle a pu en sauver peut-être 5-6 derrière, quoi. Ouais, je comprends. Et comment tu bascules de néphrologie, donc de tes premiers stages, à la chirurgie esthétique? Quel est ton premier pas là-dedans? Qu'est-ce que tu commences à faire? Disons que quand on est étudiant, on va varier tous les 3 mois, tous les 6 mois, on va changer de stage pour faire un peu le tour de toutes les spécialités qu'on peut avoir et pour se rendre compte un peu de ce qui nous plaît. D'accord. Après, si on part vraiment sur la chirurgie ou la chirurgie plastique, c'est que après cet externat, on a choisi de faire cette spécialité, quoi. Et comment tu commences? Est-ce que tu t'entraînes sur du faux? Est-ce qu'on te donne sur par exemple des cadavres, par exemple, pour être sûr de ne pas abîmer des gens encore vivants? Comment tu t'entraînes? Est-ce que tu fais sur des fruits? Parfois, il y a des chirurgiens qui sont sur des raisins. Oui, c'est ça. Donc au début, on s'entraîne, les sutures, on peut le faire sur des bananes, on peut le faire sur des pieds de cochon. Après, on va pouvoir le faire quand on devient vraiment interne. Il y a ce qu'on appelle l'école de chirurgie, donc c'est offert à Moulins à Paris, et on va pouvoir s'entraîner sur des cadavres, donc sur des personnes qui ont donné leur corps à la science, sur des souris par exemple, pour s'entraîner à la microchirurgie, parce que les premiers vaisseaux qu'on va brancher au microscope, on ne va pas le faire sur un humain, on va s'entraîner sur des vaisseaux de
de souris qui vont être beaucoup plus petits, où ça va être beaucoup plus technique. Mm. Donc, quand on est vraiment performant sur une souris, généralement sur l'humain, c'est un peu plus facile. Ouais. Ou dans des cas un peu plus avancés, on peut aussi parfois s'entraîner sur des cochons. Quels sont les cas les plus courants? Toi, aujourd'hui, tu as un parcours t'as été directeur de la clinique Saint-Louis, tu as fait pas mal de choses. C'est quoi le rendez-vous type aujourd'hui, chirurgie esthétique, celui que tu as le plus d'appels, de rendez-vous pris par les gens? Alors, en nombre, c'est pas ce qu'on imagine. En nombre, le plus de rendez-vous par semaine, ça serait pour toutes les tumeurs de la peau. Donc, contrairement à ce qu'on pense, si on a des petits carcinomes, des petits mélanomes, des petites tumeurs de la peau, c'est pas Mélanome, c'est forcément... le cancer de la peau Voilà. à cause Voilà. d'exposition au soleil, aux C'est ça. UV, ça. Donc, il y a plusieurs types de cancers. Il y a les mélanomes, les carcinomes, pour schématiser. Ouais. Dans les deux cas, c'est des cancers de la peau qu'il faut retirer. D'accord. Et c'est pas forcément le dermatologue qui va opérer. Justement, le dermatologue va être là pour faire le diagnostic, pour dire cette lésion elle est maligne, il faut qu'on la retire. Et après, généralement, c'est un chirurgien qui pratique cette opération et un chirurgien plasticien. Donc ça, en termes de nombre, par semaine, c'est le nombre de blocs qu'on fait le plus. Ouais. Ok. Et c'est quoi l'opération la plus rapide à régler? Par exemple, quand quelqu'un vient te voir, ça prend 2 minutes, tu vois, ou 3 minutes ou... Alors, en chirurgie, ça va être ce type d'intervention-là, D'accord. qui peuvent parfois être faits. On vient un petit carcinome qui fait 5 mm, ça peut se retirer sous anesthésie locale en une quinzaine de minutes. Quoi. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a je pense que la réponse, je l'ai déjà, mais est-ce qu'il y a un client type de chirurgie esthétique? Est-ce que c'est un peu le même profil de personnes qui veulent s'améliorer physiquement? Ou est-ce que c'est un équilibre entre des gens qui viennent pour de la reconstruction et des gens qui veulent s'améliorer physiquement? Il y a vraiment de tout, hein, parce que déjà, comme la spécialité est tellement vaste, c'est qu'il y a une variété d'interventions possibles qui est très vaste. Et surtout, chacun vient pour sa gêne, pour son complexe, pour sa reconstruction si nécessaire. Donc chaque patient est différent, et heureusement, sinon ça serait monotone. Ouais. Tu refuses parfois des cas? Oui. On va en parler plus tard. Il y a des cas que tu refuses, parfois invraisemblables, mais en fait, beaucoup de gens sont inspirés par ce qu'ils voient en télévision, en film, enfin, pas mal de choses. J'aimerais aborder le sujet des brûlures. Oui. C'est une des premières anecdotes dont tu m'as parlé. Ce sont des choses qui arrivent de manière récurrente, les brûlures. Tu en vois souvent? Oui, c'est très fréquent parce que la brûlure, ça peut être accidentel, la bouilloire d'eau chaude qui coule, ça peut être le barbecue, comme ça peut être des patients grands brûlés avec des accidents professionnels ou des immolations ou autres. Comment se brûle le barbecue, typiquement? Est-ce que c'est une erreur stupide sur laquelle il faut alerter un peu? Très souvent. Très souvent, on va mettre de l'alcool à brûler pour allumer plus rapidement le feu. On se retrouve avec la main totalement brûlée ou son vêtement qui peut prendre feu. Moi, j'ai même eu un cas d'une patiente qui avait voulu faire un barbecue dans son four. Attends, dans son four à la maison? Dans son four à la maison. C'est-à-dire qu'elle a ouvert son four, Elle a mis du charbon et elle voulait faire un barbecue dedans. Non. Donc il y en a parfois qui... Dans un appartement? Dans un appartement, oui. Mais c'est quoi le profil? C'est familial? C'est quoi? C'est une famille classique? Il y a vraiment de tous les profils. Quand même, c'est une connerie. Enfin, c'est une vraie connerie, c'est une vraie connerie. Ouais. Il y a beaucoup de brûlures où on se dit, elles auraient pu être évitées. Pour revenir à cette femme-là, parce que tu en parles, comment elle se brûle? Donc elle met du charbon, elle prépare ses grillades, elle fait quoi? Vous voulez faire des grillades? C'est ça, et après il y a sa maison, son appartement qui est quasiment en train de prendre feu. Okay. Donc en voulant l'éteindre, forcément elle se brûle elle aussi. Quoi. Et elle finit en réanimation? Elle finit en réanimation. Donc pour les brûlés, il y a les petites brûlures qui vont pouvoir être traitées en consultation, qu'on va revoir régulièrement, et les brûlures assez importantes où il faut que les patients soient hospitalisés en réanimation. C'est-à-dire qu'une brûlure, c'est comme si on avait une nécrose de la peau qui évoluait, c'est la peau qui était en train de mourir par le feu, par un agent chimique, par n'importe, peu importe la raison. Et du coup, on n'a plus cette barrière avec l'extérieur. Et du coup, notre corps est totalement à vif, et on va d'une part perdre beaucoup d'eau, parce qu'il n'y a plus cette barrière, donc on va lâcher un peu tous nos électrolytes. Et il y a aussi tout notre organisme qui va s'activer. On va être en hypermétabolisme et on va brûler toute notre énergie, toutes nos graisses qu'on a, toutes nos protéines, et on va se dénutrir énormément. On va revenir là-dessus parce qu'il y a un cas qui a été assez massif, hein, on va en parler un peu plus tard, mais pour finir avec cette dame, est-ce que vous la sauvez? Oui. Est-ce qu'elle était enceinte, je crois? Elle était enceinte, oui. Elle était enceinte et c'est par chance un de mes collègues qui était chirurgien plasticien aussi, mais qui avant était gynécologue et qui a pu faire la césarienne en urgence. Oh, wow. Heureusement que c'est tombé sur lui parce que on avait appelé, donc on est à l'hôpital Saint-Louis, on avait appelé l'équipe de Cochin en urgence pour venir justement faire la césarienne et ils ont dit le temps qu'on vienne, ce sera trop tard. Et heureusement que c'est tombé sur lui qui avait fait un an de gynécologie et qui a pu faire la césarienne. Quoi. Ils ont fait la césarienne alors qu'elle était déjà en train d'être soignée pour les brûlures? Ouais. Wow, et elle a été brûlée à combien de pourcents? Elle était brûlée à 55%. De son corps? Et elle est revenue dans le service après avec son enfant. Quoi. Donc ça, c'était ça, c'est la belle finalité. Quoi. Ouais, et quand tu es brûlé comme ça, à 55%, est-ce que tu récupères ta peau
totalement? Est-ce qu'il y a une partie qu'on voit que c'est brûlé ou est-ce qu'on peut totalement résorber le... Tout dépend de la gravité de la brûlure. Il y a plusieurs types de brûlures. Si on veut simplifier, il y a le premier degré, deuxième degré, troisième degré. C'est jamais trop d'ailleurs, il n'y a que 3 degrés du coup en brûlure. Après, le quatrième degré, c'est la carbonisation. C'est Ah. voilà, l'os qui peut être totalement brûlé, vraiment les structures L'os. sous-jacentes, les muscles. Là, c'est vraiment des brûlures très très intenses. Il y a des gens qui sont brûlés au 4e degré qui sont encore en vie, par exemple des bras, Oui. Donc leur os est brûlé. Alors, généralement, si le os est vraiment très atteint, parfois, il faut même faire des amputations. Ok. Ou alors après, il y a des techniques qui peuvent faire en sorte qu'on appelle refaire bourgeonner la zone, c'est-à-dire que ça recicatrise à ce niveau-là pour pouvoir après faire une greffe de peau par-dessus. Ah, wow. Et ça, c'est des cas extrêmement... Premier degré, c'est quoi par exemple? Premier degré, c'est un coup de soleil. D'accord. Voilà. Un bon Donc, coup de soleil ou un bon coup de soleil quand on est bien rouge, ouais, c'est qui te fait mal quand tu mets l'eau dans la douche, C'est ça. le classique. Quoi. C'est ça. Donc Ok. ça, c'est le premier degré. Les gens bien blancs comme moi vont bien déguster les coups de soleil comme il faut. Le 2e degré, c'est quoi? Deuxième degré, il y a 2 types. Il y a le deuxième degré superficiel et profond. Donc au niveau de la peau, il y a l'épiderme, donc c'est la couche superficielle. Il y a le derme en dessous et il y a l'hypoderme, ça va être la graisse sous la peau. Donc deuxième degré, on va toucher le derme, qui est cette deuxième couche, Ok. et qui va être en 2 phases, la partie superficielle et la partie profonde. Si on a une deuxième degré superficielle, ça va pouvoir cicatriser spontanément. Donc, globalement, on est normalement cicatrisé en 2 semaines à peu près. D'accord. Si on atteint le deuxième degré profond, là c'est un peu plus compliqué. Généralement, on peut partir sur des cicatrisations qui peuvent prendre plus de 3 semaines, ou parfois même nécessiter des greffes de peau. Troisième degré, c'est là la totalité du derme a été brûlée. On est vraiment sur l'hypoderme, voire en dessous, Donc la chair. la chair, et là, il faut forcément faire des greffes de peau. Ah wow, ok. Donc là, cette femme-là était brûlée au 3e degré. Ouais, il y avait des zones troisième degré. Généralement, quand les patients sont brûlés, c'est un peu panaché. Il y a des zones qui vont être de deuxième degré superficiel, d'autres un peu plus profonds, d'autres carbonisées. En tout cas, chez les patients grands brûlés, c'est assez... Moi, j'ai un ami qui s'est C'est renversé une casserole d'eau bouillante et je pensais pas qu'on pouvait se brûler autant de parties du corps. C'était quasiment du coup jusqu'en bas des jambes. Il a eu des bas de contention, il l'a mis en réanimation même pour pouvoir lui faire des soins parce que la douleur était gigantesque. Est-ce que plus on est brûlé, plus on a mal? Alors, forcément, en surface, plus on est brûlé, plus on peut avoir mal. Mais contrairement à ce qu'on pense, une brûlure qui fait mal est plutôt bon signe pour nous. Parce qu'une brûlure de troisième degré, toute la peau va être brûlée, ainsi que les nerfs superficiels. Donc on ne sent plus rien, on a la peau cartonnée et on ne sent plus rien. C'est-à-dire que quelqu'un qui est complètement brûlé, par exemple, un pompier par exemple qui a fait une intervention, ou quelqu'un qui se serait brûlé comme la dame au barbecue, elle va plus sentir sa peau. Ouais. Après, généralement, ces gens-là, il y a un peu des brûlures un peu panachées, donc ils ont forcément des zones un peu plus superficielles qui font qu'ils ont quand même atrocement mal. Oui, le bout de quelque chose Voilà. va être un peu plus sensible, il reste des sensibilités sur d'autres parties. Voilà. Mais la partie vraiment brûlée... La partie brûlée, par exemple, une personne qui se brûle la jambe avec un pot d'échappement de moto, il y a une zone qui est vraiment carbonisée, il y aura pas mal cette zone-là. Quoi. Des patients grands brûlés, c'est un peu des mécanismes différents, mais une brûlure superficielle fait mal. Comme un coup de soleil fait très mal. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc en fait, même si on a mal à un coup de soleil et moins à d'autres brûlures, ça se justifie. C'est que, voilà, selon le degré... Il y a eu un cas que tu as traité, c'était un jeune homme qui travaillait dans une usine avec des produits chimiques, qui s'est brûlé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et comment il s'est brûlé, lui, à quel pourcentage? Donc là, à ce moment-là, j'étais justement interne au service des grands brûlés à Saint-Louis, et c'était un patient de 33 ans qui était chimiste, et dans son boulot, il y a des hydrocarbures qui ont pris feu, et il a été brûlé à 95%. Oh, wow. Donc, comment on fait 95%? Parce que quand on imagine un corps, ça veut dire que tout le corps était le cuir chevelu, le visage, tout? Tout était quasiment brûlé, il lui restait le pubis et les plantes de pied. Parce que les chaussures et Parce que les chaussures et le pubis, voilà, qui peut être un peu plus protégé avec plusieurs épaisseurs de vêtements. Quoi. Comment il s'est débrouillé, si on peut dire? Alors il s'est débrouillé, c'est un de ses collègues qui a essayé de l'éteindre comme il peut. Et après, il a directement été transféré. Non mais comment il s'est brûlé? Comment il s'est renversé quoi? Enfin, j'imagine c'est moi dans ma tête une c'est un queue, produit qui a pris feu. C'est un hydrocarbure qui a pris feu. sur lequel il travaillait. Ouais. Oh, wow. Et comment, quand les gens vont récupérer le corps, toi t'es un des premiers à le voir, j'imagine, puisqu'on te l'amène en chirurgie directement. C'est ça, ils arrivent directement urgence dans le service, vitale. en salle de déchocage. Et le but, c'est de faire un peu l'état des lieux, on va dire, le pourcentage des brûlures. Des brûlures qui peuvent parfois être circonférentielles, faire tout le tour d'un membre, tout le tour d'un bras, tout le tour d'une jambe. Elles sont tellement profondes qu'elles vont comprimer la zone. Et si elles vont comprimer la zone, on peut faire ce qu'on appelle un syndrome de Loge. Les muscles vont être comprimés, les nerfs vont être comprimés, et les vaisseaux aussi. Et du coup, on peut perdre les membres. Donc là, on peut être vraiment, il faut qu'on fasse des scarifications de l'urgence pour décomprimer un peu tout ça. Oh là là. Après, les réanimateurs sont là pour un peu le réanimer et le remettre dans de bonnes conditions. Et petit à petit, va se suivre de longues étapes de chirurgie. Quoi. Parce que lui, quand il arrive, il est encore conscient? Alors là, généralement, il est conscient au moment de la brûlure, mais au moment même où le SAMU arrive, il est tout de suite endormi et intubé. D'accord, donc ça veut dire qu'il sent quand même son corps... Au début, il le sent, ouais. Après, ça gonfle tellement qu'il faut l'intuber en urgence avant que ce soit vraiment compliqué, quoi. Et que les voies aériennes soient trop gonflées. Quoi.
Comment ça se passe quand il se réveille? Est-ce que tu es là? Enfin, tu fais partie des gens qui sont là quand il se réveille pour lui expliquer ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il y a un état de panique? Comment ça se... Ah, bien sûr, en plus, il est là et généralement, ce qui est un peu dur dans les grands brûlés, c'est que les familles sont très présentes et les familles mettent plein de photos de lui en vacances, de souvenirs. Et on le voit, et on s'imagine pas qu'une personne comme ça avait pu avoir cette vie avant. Tellement on le voit transformé, quoi. On le voit perdre du poids de jour en Ouais, tu jour. ne le vois que brûler, toi. On le voit que brûler. Donc on n'a pas ce contexte-là avant, quoi. Incroyable. Et quand il est... Combien de temps ça prend avant de pouvoir faire on va dire des greffes, des opérations, des choses? Il faut déjà que le corps s'apaise, non? Est-ce qu'il y a... C'est ça. Faut le faire en urgence. Assez rapidement, mais bien sûr, il faut qu'il soit stabilisé avant. C'est-à-dire que le plus tôt on le fait, le mieux c'est. Parce que la brûlure, ça va être comme un poison, en fait. Donc la peau qui va être nécrosée, c'est une porte d'entrée. Et les grands brûlés, souvent, ils meurent d'infection. Et d'infection, même de germes qu'ils avaient normalement au niveau du corps. Mais du coup, il n'y a plus cet épiderme qui protège un peu tout ça. Donc il faut aller très vite, il faut très rapidement enlever cette peau brûlée pour pouvoir le regreffer, déjà recréer cette barrière avec l'extérieur et l'empêcher aussi de s'infecter, quoi. Et cet homme avait une particularité, c'est qu'il avait un frère jumeau. Oui. Qu'il a toujours un frère jumeau. Oui. Tu m'as dit homozygote, c'est ça? C'est ça. Ça veut dire que c'est le même noyau? Exactement, c'est un vrai jumeau. Donc jumeau parfait, c'est la Jumeau copie conforme parfait, de son frère. Exactement, ouais. Même patrimoine génétique. Et c'est à cette personne-là qu'on a demandé, du coup, Est-ce qu'il s'est proposé lui-même C'est lui qui s'est proposé direct. Il avait dit « je ferai tout pour sauver mon frère ». Et c'est ce qu'il a sauvé, parce qu'un patient brûlé à 95%, les chances de survie, voilà, on fait le maximum, mais qu'on se dise, elles sont quasiment proches de zéro. Hein. Ah oui, ok. Vous pensiez le perdre même au début Ah oui, ça c'est sûr qu'on est toujours un peu... On fait le maximum, mais on est toujours un petit peu pessimiste. Est-ce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre qu'un frère jumeau parfait? Est-ce qu'un père, une mère qui a le même sang, ou juste un frère ou une sœur classique, est-ce que ça aurait pu être... ça peut faire l'affaire? Non, ça n'aurait pas été possible, parce que comme il n'y a pas le vrai patrimoine génétique, bah, son corps aurait rejeté la greffe. Ah, même si c'est du sang familial, quoi. Ouais. D'accord. Et ce frère-là, donc, il se propose. C'est quoi les étapes? Parce que là, il y a le frère qui est donc en urgence totale vitale. Lui, il est à côté. On lui dit, ben, hop, bande d'opération, et on lui prélève des bouts de peau. Donc déjà, c'est à peu près ça. Mais c'est pas si simple, parce que prélever de la peau, donc quand on prélève de la peau, c'est comme si on lui recréait une brûlure. Une brûlure qui était un peu plus superficielle, qui va cicatriser spontanément. Mais c'est d'une part des cicatrices pour lui, parce qu'on n'est pas sûr de savoir exactement comment il va cicatriser. Il aura sûrement des séquelles aussi par la suite. Et des douleurs qui sont assez importantes pour lui. Et des interventions multiples et une hospitalisation. Donc déjà, il faut un peu l'informer sur tout ça, sur les étapes qui vont être à venir, quoi. C'est bien beau de se proposer, mais ça va être un peu le parcours du combattant, même pour lui, quoi. Ça va pas être très simple. Lui, il avait une vie sans brûlure, et en fait, du coup, il se retrouve quand même dans les blocs, à se faire prélever de la peau. Voilà. Combien de pourcentage vous lui prélevez? Il a eu au total à peu près 45% de peau prélevée. Mais généralement, quand on prélève de la peau, donc les grands brûlés, le but c'est de les recouvrir au maximum. Ouais. Donc on ne va pas leur mettre une belle petite greffe de peau. On va prélever une peau qui fait, allez, je dis n'importe quoi, 5 cm sur 5 cm, et elle va être expansée. Ah, okay. Donc ce 5 cm par 5 cm va devenir 15 par 15. Et c'est pour ça qu'on peut, en prenant par exemple 40% de peau, recouvrir un patient qui est brûlé à 90%. Et ça, on peut le refaire plusieurs fois. Et donc lui, il vient, donc tu prélèves une fois, il cicatrise. Il cicatrise. Et après, il faut faire une deuxième vague de greffe. Voilà. Combien de temps ça Il a eu 4 vagues au total, et ça a duré 40 jours à peu près, quoi. Parce qu'on le prélève, il cicatrise, on le reprélève, et ainsi de suite, quoi. Ah, c'est une folie. Et l'homme qui était brûlé, est-ce qu'il se remet à marcher après naturellement? Est-ce qu'il a une vie normale aujourd'hui? Est-ce qu'il reprend son... Donc quand on sort de réanimation, déjà, c'est le premier combat. Mais après, il y a un autre combat qui arrive, c'est qu'on a été brûlé, donc on a des peaux qui sont greffées, qui sont rétractées, on n'a plus les mêmes amplitudes. On arrive, on fait 80 kilos, on en ressort, on en fait 45. Donc il y a vraiment toute une rééducation. Parce que la peau se rétrécit, parce qu'elle perd de l'eau, c'est quoi le... C'est ça, parce qu'il se dénutrit énormément, vu que son métabolisme se met à marcher beaucoup plus rapidement. Il va brûler tout le peu de graisse qu'il pouvait avoir et toutes les protéines qu'il pouvait avoir. Et d'être hospitalisé, alité pendant 4-5 mois, bah forcément, il ne bouge plus, ses muscles aussi. Mais déjà 2-3 semaines en réanimation, pour ceux qui ont vu des gens de leur famille le faire, il y a déjà 15 kilos perdus, on voit les gens s'émacier un peu au niveau du cou, les bras. Je sais que parfois, il y a la masse musculaire qui pend aussi, parfois un peu. C'est assez impressionnant en réalité. Ouais. Bon, là, c'était un peu hard ce que tu as vécu avec ce patient-là, mais tu en as eu un qui est venu un jour à qui vous avez dû poser une sonde urinaire. Et tu as découvert quelque chose d'assez particulier. Tu peux raconter cette histoire, parce que c'est quand même assez intéressant. Il avait un joli tatouage sur son pénis. Et il y avait marqué « Angélique, Suze, je t'aime ». Avec des belles fautes d'orthographe, bien sûr. Et lui, il était encore conscient? Lui était encore... ouais. Et donc, quand tu vois ça, tu dois le recroiser son regard après. Oui, c'est sûr. Et qu'est-ce que il te dit un truc? Il en rigole même après. Il te dit pourquoi il y a ça?
Il avait fait ça, et c'était sa copine de l'époque. Hein. C'est même plus sa femme actuelle. Quoi. Donc, faut l'assumer après. Il faut l'assumer complètement l'assumer. Il y a la reconstruction, donc là, on vient de parler des brûlures, mais il y a différents types de reconstruction. Qu'est-ce qu'on peut faire de manière générale? Je crois qu'il y a l'obésité, des gens qui ont perdu beaucoup de poids et qui cherchent à se faire enlever la peau qui serait devenue un peu flasque. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne pour l'obésité en tout cas? Ouais. Globalement, les personnes qui vont perdre du poids ou par eux-mêmes ou en ayant fait un bypass ou une sleeve, c'est des interventions de chirurgie bariatrique pour les aider justement à perdre du poids. Quand donc ils ont on coupe un morceau d'estomac. Voilà, on peut couper un morceau d'estomac ou faire une dérivation du tube digestif pour faire en sorte que on va moins absorber ce qu'on va manger et du coup perdre du poids. Ces patients-là vont perdre beaucoup de poids, mais la peau, c'est pas un muscle. C'est-à-dire que la graisse va être perdue, mais la peau va être distendue. On a beau refaire tous les efforts qu'on veut, faire tout le sport qu'on veut, elle va pas se retendre. Et ces patients, ils peuvent avoir des séquelles importantes avec des tabliers abdominaux qui sont assez importants, les bras qui pendent, les jambes qui pendent. Donc ils ont réussi leur premier combat de perdre du poids et d'être en meilleure santé, mais le deuxième combat après, de se reconstruire et de pouvoir avoir le corps qu'ils ont réussi à atteindre. Quoi. Oui, parce qu'ils ont fait tout l'effort possible pour arriver à ça, mais là, malheureusement, leur peau a subi des séquelles. C'est des opérations compliquées pour toi ou c'est des choses plutôt classiques? Alors, c'est des choses qui sont... Donc, il n'y a pas d'opération classique. Il faut toujours... c'est jamais à prendre à la légère, c'est sûr. Sur les risques, mais... Sur des risques, mais c'est des opérations qui sont très fréquentes. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. OK. Et c'est dans les cas d'immenses pertes de poids? C'est quoi, par exemple? Alors, ça peut être pour des pertes de poids. Donc, après, tout dépend de la qualité de peau qu'on a. Il y a des personnes qui vont perdre 70 kilos et ça va plutôt bien se passer. Il y a des personnes qui vont prendre 20 kilos, 30 kilos et vont être très marquées. Quoi. Donc, ça dépend de la physionomie de chacun, le corps de chacun. Quoi. Du corps et de la qualité de peau. J'ai une question un peu bête, mais je sais pas si elle est bête ou pas, mais quand tu t'occupes d'enlever des morceaux de peau, un peu flasque, est-ce que tu te retrouves avec des morceaux de chair, finalement, quand tu découpes, comme si tu découpais dans un corps, dans un morceau de viande? C'est ça, c'est qu'en fait, on va enlever la peau toute son épaisseur, avec la peau et la graisse sous-cutanée qui est en dessous, donc ça fait un volume assez important. Ouais. Donc tu as des morceaux de chair? Des morceaux de chair, ouais. Et ça finit comment? Ça, c'est jeté, c'est brûlé? C'est brûlé. Ouais. Ah, c'est brûlé? Ouais. Ok, d'accord. C'est vrai que c'est une question peut-être un peu bête, mais j'avais plein de questions à te poser sur... Il y en aura au fil de l'émission. On va parler de plein de sujets. On va parler des modifications mammaires, parce qu'il peut y avoir des réductions, des augmentations, même pour le pénis, pour différentes choses. Il y a même des transitions. De plus en plus aujourd'hui, tu en as des cas. Expliquer comment fonctionne du coup un pénis qu'on aura recréé de toute forme. On va venir un peu plus tard là-dessus. Est-ce que, pour terminer sur l'obésité, quand tu perds du poids, est-ce que c'est très visible une cicatrice quand tu as un corps flasque, est-ce que tu coupes? Est-ce que c'est une cicatrice qui se voit ou pas du tout? Alors, c'est une cicatrice qui se voit, elle sera toujours présente. Après, il y a des personnes, malheureusement, on est tous un petit peu inégaux. La cicatrice, ça va être 50% le chirurgien et sa façon de faire, et 50% le patient et sa façon de cicatriser aussi. Donc, le but, c'est de dissimuler au maximum ces cicatrices, mais elles seront toujours présentes. Ouais. D'accord. Et ça met combien de temps à cicatriser Alors, l'aspect définitif d'une cicatrice, il faut compter 1 an et demi. Mais par contre, la force d'une cicatrice, au bout de 3 semaines, 1 mois, on est tranquille, ils peuvent refaire du sport, se baigner ou autre. Quoi. Ok. Et les gens changent de vie après ce moment-là. Est-ce que tu sens que, quand tu les revois, j'imagine, pour des consultations post-opératoires et tout ça, est-ce qu'ils sont changés d'humeur, enfin, est-ce que tu vois, ils retrouvent une vie peut-être qu'ils n'avaient plus? Bien sûr, ils s'assument plus, même des choses toutes bêtes pour se rhabiller, pour se mettre en maillot de bain. Ouais, ça les aide énormément. Ouais, j'imagine que... Après, ça fait des zones de macération aussi, donc il y a le côté esthétique et le côté fonctionnel. On a un pli comme ça, quand il fait 30 degrés comme aujourd'hui, ça macère en dessous, ça fait des mycoses. Il y a tout un... Oui, donc il y a l'esthétique, mais il y a aussi quand même, malgré tout, le côté pratique. Quoi. Est-ce que les gens, dans ces cas précis ou d'autres cas de reconstruction, te font des cadeaux pour te remercier parce qu'ils ont retrouvé une vie qu'ils ne pensaient plus avoir? Oui, régulièrement. T'as quoi comme cadeau? De cadeaux, ça peut être la boîte de chocolat, bouteille de champagne. Une voiture. J'aimerais bien. Ok. Si mes patients m'entendent. Ouais, s'ils nous écoutent. Bon, on va rester dans le sujet des reconstructions parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à aborder là-dessus. C'est un gros travail de ce que tu fais. Les opérations mammaires. Alors, est-ce que c'est... Dans la tête des gens, c'est ce qu'il y a sûrement de plus classique. Quand on pense chirurgie esthétique, on pense soit du visage, soit se faire refaire les seins pour les avoir plus gros ou pour réduire la taille des seins. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ce que tu fais le plus souvent? Ouais, la chirurgie des seins, c'est quand même une grosse partie de l'activité. D'accord. Est-ce que... Alors, qu'est-ce qui peut être demandé, globalement, quand on vient te voir? Est-ce que, moi, là, j'ai donné 2 exemples. Est-ce qu'il y a d'autres exemples pour lesquels on vient te voir pour de la chirurgie? Alors, pour les seins, pour les seins, il va y avoir tout ce qui va être réduction mammaire. Donc, contrairement à ce qu'on imagine, il y en a quand même énormément. Des femmes qui viennent avec des volumes très importants où ça devient même handicapant au quotidien. C'est quoi le type de sein? Enfin, c'est quoi le plus gros sein que tu aies pu voir quand tu as demandé de réduire? Alors, Alors oui, la question est un peu bizarre, mais c'est ton travail. Ouais. Le plus gros sein, il y avait même des femmes où les bonnets ne se comptaient même plus tellement c'était important.
D'accord. Mon record, c'était 3,5 kg par côté. Il y avait 3,5 d'un côté et 2,5 de l'autre. Elle était un petit peu asymétrique. Ok. Et là, on leur change totalement la vie, parce qu'avoir quasiment 7 kilos comme ça autour du cou, Ah, au wow. quotidien, c'est horrible. Parce qu'elle crée des problèmes. Enfin, et les femmes crée qui des ont problèmes. des poitrines importantes, il y a souvent des problèmes de dos. Mm. Donc ça, c'est même un côté sanitaire important Ouais. pour elles, quoi. Problème de dos, aller faire du sport, aller courir quand on a un bonnet comme ça, c'est impossible. Ouais. Donc augmentation, réduction mammaire. Est-ce qu'il y a d'autres opérations que tu peux faire Alors après, tout ce qui va être asymétrie mammaire. Donc Ok. une personne qui va avoir, je sais pas, un bonnet A d'un côté et un bonnet C de l'autre. D'accord. Ça fait totalement une Ah, différence. ça arrive, ça. Ça arrive beaucoup plus qu'on imagine, parce qu'on voit les gens dans la rue, on les Mm. voit habillés comme ça en soutien-gorge, mais souvent les choses peuvent être masquées. Oui, parce que le soutien-gorge, finalement, va maintenir C'est avec ça, la même on peut taille. masquer Ouais. des malformations aussi. Mm. Donc des seins qui vont être anormalement développés. Ok. Ça aussi, ça arrive assez fréquemment. Tu as parlé de sein tubéreux quand on s'est parlé au téléphone. Ouais. J'ai pas su trop ce que c'était. C'est quoi exactement ce... C'est une anomalie de développement du sein. C'est-à-dire que le sein se développe pas normalement sur la partie interne et inférieure. Et D'accord. du coup, ça fait un sein qui est totalement récroquevillé, avec un sillon, donc le sillon sous-mammaire, Ouais. à ce niveau-là, qui est beaucoup trop haut, et des aréoles généralement qui sont très élargies et potreuses. D'accord. Donc souvent, Protruse, je connais pas ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire? qui sont expulsés un peu à l'extérieur. D'accord, donc c'est des seins qui sont parfois difficiles à assumer pour des femmes qui, enfin, de manière générale, en groupe ou dans leur intimité. Dans même leur parfois. intimité surtout, parce que voilà, un soutien-gorge, on voit rien, on s'imagine même pas en les voyant qu'il y ait de telles malformations. Mais en intimité, ouais, c'est des femmes souvent qui ne se mettent jamais nues devant leur compagnon, quoi. Hmm. Pour revenir à la réduction mammaire, Mm. dans quel cas on vient de voir? Est-ce que c'est parce que c'est un médecin qui a conseillé ça par rapport pour la santé, justement, Mm. pour pas que le dos fasse mal? Est-ce que c'est des femmes qui viennent d'elles-mêmes parce qu'elles en peuvent plus? Mm. Est-ce que c'est des maris qui vont influencer en Mm. disant non, quand même, là c'est trop? J'en sais rien, hein, Ouais. je donne des exemples, mais Alors pour les réductions mammaires, les maris n'influencent pas trop. C'est Ça- plutôt le cas inverse. ça veut dire qu'ils Pour les influencent? augmentations, Ah ouais? là, ils peuvent influencer un petit peu. On le voit souvent au moment si je vois des patientes pour des augmentations mammaires ou autres, on fait des tests, et souvent il y a le mari qui est là et qui pousse un peu pour mettre la taille au-dessus, quoi. Non, Ça non. arrive assez souvent. Et Mais le mari est assis à côté, il dit non, mais franchement, voilà, docteur. on fait les tests et on essaye du plus petit au plus gros, on va dire, dans ce qui est raisonnable avec leur morphologie. Et ça arrive souvent. Et les patientes l'acceptent? Enfin, les femmes l'acceptent? Alors moi, je leur dis surtout, faites ça pour vous, ne l'écoutez pas, quoi. Il Et est là pour vous accompagner, pour être là avec vous, pour vous soutenir. Mais on fait des essais déjà pour se rendre compte un peu du poids, et faites-le pour vous, quoi. Ah, tu fais des essais avec du poids et tout ça? Enfin, Avec des vraies prothèses, quoi, pour qu'elles se D'accord. rendent compte un peu de ce que ça donne. Et les maris comme ça, c'est des. Attends, ça ressemble. J'arrive pas à imaginer Mm. qu'un mari vienne demander à ce que sa femme ait tel ou tel type de sein. C'est des choses récurrentes. C'est des choses récurrentes, ouais. Heureusement, c'est pas la majorité des cas, mais ça arrive. Est-ce que des femmes le font uniquement parce que leur mari le veulent et elles disent rien et malheureusement elles subissent un peu? Alors, généralement, on leur pose un peu la question, je leur pose un peu la question, et si c'est le cas, je leur dis bon, que c'est peut-être pas une bonne indication pour le faire. Parce qu'on se fait opérer, il faut le faire pour vous. Qu'on vous soutienne, Mm. ok, mais le faire pour quelqu'un d'autre, non, quoi. Je sais qu'il y a des femmes aussi qui complexent parce qu'elles n'ont pas eu de poitrine du tout Mm. et qui redécouvrent un peu leur intimité et Mm. leur rapport au corps parce qu'elles ont enfin une poitrine, Ouais. même si elle est fausse parce que ce sont des prothèses, quoi. Mm. T'as ce genre de cas aussi, j'imagine. Bien sûr, ouais. Des femmes qui sont totalement complexées et qui retrouvent un peu une féminité et surtout une confiance en elles, quoi. Tu t'es occupé aussi d'un jour d'une femme qui venait pour une réduction mammaire, je Mm. crois, et tu as découvert qu'elle avait une pathologie, qu'elle avait une maladie en l'auscultant. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as découvert En gros, c'était une patiente qui était assez jeune en plus, qui avait 31 ans, D'accord. qui venait pour une réduction mammaire. Et à partir de 30 ans, avant chaque opération du sein, on fait une mammographie de dépistage. Ok. Même si on a 30 ans et que c'est très jeune, et bah, on fait un bilan et au pire, ça fera une mammographie pour le suivi ultérieur, quoi. On pourra se référer point à de celle-ci, référence. un point Ok. référent. Et chez cette patiente, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite masse à la mammographie. Avant l'intervention, dans ce cas-là, on se dit, bon, on ne va pas le faire tout de suite, on va faire une petite biopsie pour vérifier que ce soit bénin. Donc dans ce cas-là, je lui dis, vous avez 31 ans, il y a de fortes chances que ce soit un petit kyste bénin, vous inquiétez pas, on le fait voilà, pour être tranquille. Mm. Dans tous les cas, quand on fera la réduction, on fera en sorte de retirer cette petite lésion, comme ça on n'en parle plus. Et c'est avéré que chez cette patiente, c'était un cancer du sein. Ah. Donc au final, la réduction mammaire s'est transformée en mastectomie, quoi. Mastectomie, c'est quoi? Mastectomie, c'est le fait d'enlever tout le sein. Donc cette patiente avait un cancer, donc on enlève tout le sein pour justement traiter son cancer et faire qu'il ne se propage pas. Et donc on est passé d'une réduction à une mastectomie et plusieurs étapes de reconstruction par la suite, quoi. Parce qu'elle venait pour une réduction mammaire esthétique uniquement? Voilà, c'est ça, et fonctionnel, même esthétique et fonctionnel. Elle parce avait que, besoin d'avoir voilà, une réduction mammaire. voilà, elle avait des seins qui étaient très importants, handicapants, elle avait des D'accord. douleurs au niveau du dos. Et au final, cette patiente de 31 ans qui était très jeune, avec des seins assez volumineux, donc au final, une masse qui était profonde qu'elle n'aurait pas forcément palpée, si elle n'avait pas fait cette intervention, elle serait peut-être plus là aujourd'hui, malheureusement, quoi.
Et tu conseillerais, toi, à des jeunes filles, même de 30 ans, même avant, peut-être, d'aller faire des mammographies? Alors pas forcément, parce qu'une mammographie, c'est aussi irradiant, donc il ne faut pas non plus faire des examens à tout va. Ah, c'est quand même pas conseillé. Alors, si on n'a pas de facteur de risque, Ouais. les faire à 30 ans, c'est pas conseillé, mais par contre, les sensibiliser sur l'autopalpation, sur avoir un suivi régulier chez les gynécologues, ça, c'est bien sûr, c'est indispensable. Et comment ça se gère le psychologique de cette fille, par exemple, qui vient pour autre chose complètement, qui découvre qu'elle a un cancer, à qui on enlève un sein? Parce que j'imagine que c'est une part d'intimité qui est Ouais. incroyable, enfin, dure à retirer, quoi. Elle était effondrée, quoi. C'est dur parce qu'elle s'y attendait pas. Elle n'était pas préparée. Et un matin, elle vient, elle a des seins trop volumineux, et le lendemain, bah, elle en a un côté où il n'y a plus rien du tout, quoi. Donc il faut vraiment l'accompagner en lui disant qu'on ne va pas la laisser tomber et qu'on va tout faire pour construire son sein. Pour le moment, l'objectif, c'est de lui traiter le cancer qu'elle a. Ouais. Et une fois que c'est fait, bah, on fera toute la reconstruction, quoi. Et comment, si jamais tu n'avais pas vu cette tumeur-là en Mm. palpation, en mammographie, comment ça évolue un cancer du sein en tumeur? C'est quoi après? T'as des douleurs supplémentaires? Ça se voit Bah, comment? c'est le problème un peu du cancer du sein, c'est que ce n'est pas un cancer qui est forcément douloureux. Donc on peut s'en rendre compte en le palpant, ou on peut s'en rendre compte assez tardivement si c'est des tumeurs qui vont être assez grosses, assez inflammatoires. Donc l'évolution, c'est une évolution un peu commune à tout cancer, c'est que ça peut après diffuser donc par le réseau lymphatique au niveau des ganglions, et après faire des métastases sur d'autres organes au niveau du corps, quoi. C'est-à-dire que ça se propage et Ça qu'il se peut y avoir propage, d'autres cancers après qui se créent par-dessus, quoi. Mm. Donc tu dois éviter le pire, finalement, à cette jeune fille, peut-être, quoi. Bah, on espère en tout cas. Tu viens de me dire donc qu'on lui a retiré un sein et qu'il a dû avoir une reconstruction mammaire après, suite à ça. Comment on recrée un sein? Est-ce que tu utilises des morceaux du corps? Est-ce que tu glisses juste une prothèse sous la peau? Parce qu'il y a une cicatrice aussi qui se fait après l'ablation d'un sein. Comment ça fonctionne? Il y a plein de types de techniques. C'est-à-dire que la reconstruction de sein se fait par rapport surtout au sein qui lui reste et à ce qu'elle souhaite elle aussi. D'accord. Donc on peut le faire avec de la graisse. Je lui fais une lipoaspiration du corps. Cette graisse, je la purifie, je la réinjecte. Alors attends, l'hypoaspiration, c'est quoi? C'est quand je vais aspirer la graisse. D'un endroit du corps? D'un endroit du corps, du ventre, des cuisses, d'une zone où elle a un excès. D'accord. Et cette graisse, bah, au lieu de l'acheter, on la purifie, on la centrifuge et on la réinjecte au niveau du sein. Donc tu mets un sorte de petit cathéter sous la peau C'est et ça. ça gonfle? Je vais faire des travées sous la peau pour aller lui déposer de la graisse. Ça, c'est une technique? C'est une technique. On va dire que c'est la technique la plus simple, on va dire. La D'accord, moins ok. invasive. Et ça lui permet de retrouver un sein naturel avec sa propre graisse qu'elle ne va pas rejeter. Question, parce que si on t'enlève un sein, on t'enlève la peau qui constitue le sein, là tu te retrouves avec une cicatrice. Si on te réinjecte dessous, ça va pas faire bizarre? Est-ce que le corps va pas étirer la peau juste? Si ça va, justement, la peau est bien faite, donc au début ça va être très tendu et la peau se relâche avec le temps. C'est pour ça que c'est une technique généralement qu'on fait en plusieurs fois. Une fois, je vais lui mettre 100 ml par exemple. On va laisser la peau se redétendre. Dans 3 mois, je remets 100 ml. Ah, wow. Ah, on peut pas imaginer Ça, que c'est sur le moment, quoi. Non, ça c'est pas en une fois. Ça, c'est une technique, il y en a C'est une d'autres? technique. Il y a les techniques de reconstruction par prothèse. Donc là, on va lui mettre une prothèse pour lui permettre de retrouver un volume. Donc ça a l'avantage où la patiente se réveille, elle a tout de suite un volume. Donc en termes de ressenti, c'est quand même souvent un peu mieux vécu pour elle. Ou alors il y a d'autres techniques où on va prendre des parties de leur corps. Donc on parlait tout à l'heure de séquelles d'obésité ou autres, donc des personnes qui vont pouvoir avoir un tablier parce qu'elles ont perdu du poids, parce qu'elles ont Tablier, des donc c'est la grossesses. peau qui se... Voilà, c'est ça. La peau du ventre qui tombe, donc elle va avoir une zone ici en excès. Donc cette zone en excès, on va s'en servir. Je vais prélever la peau avec la graisse sous la peau et des petits vaisseaux. Et je vais aller rebrancher tout ça au niveau des petits vaisseaux à côté du sternum, et pour lui permettre de retrouver un volume. Et est-ce qu'elle retrouve la sensibilité? Est-ce qu'un sein, comme n'importe quelle partie du corps, t'as des nerfs, t'as plein de choses, est-ce que tu retrouves les mêmes sensations? Alors, on retrouve une légère sensibilité, mais en prenant la peau du ventre, c'est jamais exactement comme avant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire aux patientes, c'est un sein reconstruit, on fait le maximum, mais ce sera jamais à 100% comme l'autre. Est-ce qu'il y a des pathologies où tu ne peux pas recréer un sein? Pour une telle ou telle raison, il y a une ablation, il y a une raison qui va faire qu'on ne peut pas le faire? Alors, on a toujours des alternatives, on va dire. Il y a toujours une technique qui peut être faite, mais il y a des cas qui peuvent être plus compliqués que d'autres. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des femmes qui justement, après cette opération-là, qui ont un sein qui a été fait un petit peu, qui a été refait, ont l'impression que ce n'est pas leur corps, que ce n'est pas leur sein qui viennent te dire, après en consultation, docteur, j'ai l'impression que ça ne m'appartient pas, quoi? Alors, ça peut faire ça au début. Surtout qu'il y a des périodes un peu d'adaptation, de transition. On peut avoir cet effet-là, surtout si on met une prothèse ou si on met une partie du corps qu'on a prélevé ailleurs. On peut avoir cet effet. Globalement, après, il y a un accompagnement qui se fait avec la patiente. Et à long terme, c'est des choses qui sont oubliées. Ok. Tu m'as parlé d'une anecdote.
je pense qu'on peut la raconter. C'est une patiente qui vient, elle vient pour une réduction mammaire ou une augmentation, je suis pas sûr. Ouais, c'était Elle a une encore, réduction. c'est une réduction. On en parle, c'est la thématique. Du coup, elle a encore du lait dans ses seins. Est-ce que tu peux expliquer justement qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux opérer dans ce cas-là et dans quel contexte elle venait? Donc elle, c'était un peu une découverte fortuite, quoi. Donc c'était une opération, elle, c'était une opération du sein, donc c'était un lifting du sein, c'était même pas une réduction, maintenant je me souviens. Et au bloc opératoire, donc au moment de faire l'intervention, donc forcément, on n'avait aucun doute sur le fait qu'elle soit enceinte. Au niveau de l'examen clinique, l'interrogatoire, je lui avais tout demandé. Elle se déclare enceinte. Elle se déclare pas enceinte. Donc, elle se déclare pas enceinte, pas d'accord. enceinte, donc aucun doute, on fait l'intervention, on y va. Ok. Et au moment de l'intervention, je me rends compte qu'il y a du lait qui sort par son mamelon. Et de manière assez importante, donc on se dit, mais c'est pas normal. On peut avoir parfois un peu de liquide qui sort, mais pas plus que ça. Elle, c'était abondant, quoi. C'était vraiment... Comme si elle était en train d'allaiter encore. Comme si elle était en train d'allaiter, le vrai jet, quoi. D'accord, ok. Et donc, du coup, l'opération avait été démarrée. Ouais. Donc, je l'ai finie, je n'allais pas la laisser comme ça. Et au réveil, je vais la voir, donc j'essaie de comprendre pourquoi elle avait ça. Elle me dit, mais non, c'est impossible que je sois enceinte. Je prends toutes mes dispositions et tout. Elle avait déjà été maman ou pas? Elle avait déjà été maman, ouais. D'accord. Elle avait été maman il y a quelques mois. Donc, elle Ok. avait Donc accouché t'as le reste de ça? Voilà, elle avait accouché en plus il y a plus d'1 an. Donc, normalement, elle Ok. n'allait plus, donc on ne devrait même plus avoir ce souci-là. D'accord. Son mari était là, même lui, je ne comprends pas, c'est impossible ou autre. Ok. Il part parce qu'elle reste hospitalisée. Donc le lendemain, je la revois toute seule et je rediscute un peu avec elle en disant mais vous êtes sûr? Je pense qu'il faut quand même faire un test de grossesse, on ne sait jamais. Oui, parce que c'est ce qui paraîtrait le plus logique. Voilà, C'est qu'elle ait une grossesse et que le lait... bien sûr. Au moins pour vérifier, être sûr Ouais, qu'elle ne soit ouais, pas ouais. enceinte. Et en poussant un petit peu plus, en fait, je me rendais compte que cette patiente avait un amant. Et leur délire un petit peu, c'était que son amant lui tétait le sein. Et en fait, le fait qu'il les tétait régulièrement, ça a fait que sa glande mammaire a été stimulée et a continué à former du lait, quoi. Ça a entretenu C'est entretenu le truc, ouais. Oh là là, mon Dieu. Et oui, donc du coup, son mari ne pouvait pas savoir. On peut pas savoir. Oh là là, la folie du truc. Ok. Et ça peut être dangereux de continuer à faire ça et qu'il y ait continuellement du lait qui continue à... Alors ça, non, c'est pas dangereux. Non, c'est pas dangereux. Il y a des femmes qui allaitent leur enfant encore 10 ans. Oui, c'est vrai. Mais pour l'opération, ça peut être un peu dangereux. D'accord. Est-ce qu'il a fallu qu'elle arrête de faire ça pour finir l'opération ou non, ça puisse se faire malgré Alors, ça? maintenant que l'opération était faite, mais Ouais. il valait mieux qu'elle arrête pour Ok. pas avoir de risque d'infection, quoi. D'accord, ok. Là, on a parlé des réductions mammaires. Mm. Il y a les augmentations mammaires aussi qui se font. Donc là, c'est des femmes qui viennent te voir pour avoir une poitrine plus généreuse. C'est quelle tranche d'âge qui réclame une augmentation mammaire? Alors, il y a toutes les tranches d'âge, mais on va dire que la majorité, c'est peut-être 25-35 ans, quoi. D'accord, ok. Donc c'est des patients assez jeunes. T'as pas de patiente de moins de 25 ans? T'as pas de mineurs, j'imagine, quand même? Alors, les c'est interdit. mineurs, pour des augmentations, c'est des malformations, généralement. Ouais, il y a D'accord. vraiment une malformation et des patientes très complexées. Ouais. Elles ont 16 ans, elles ont déjà eu leur puberté depuis un certain temps, on ne va pas les laisser comme ça encore des années, quoi. Il faut l'autorisation des parents? L'autorisation des parents, bien sûr. D'accord, ok. Donc ça se fait quand même sur des mineurs, quoi. Ça peut se faire pour des mineurs, mais pas pour une augmentation esthétique simple, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose en dessous, quoi. C'est quoi l'âge de la patiente la plus âgée qui a demandé une augmentation mammaire? Alors, l'augmentation mammaire la plus âgée que j'ai faite, je crois qu'elle avait 71 ans. Ah waouh! Ah waouh! C'était quoi l'objectif? C'est quoi le projet? Elle était coquette. Elle était bien ouais. préservée. Ok. Et elle t'a demandé parce qu'elle voulait séduire, avoir Voilà. un truc en plus. Voilà. 71 ans quand même. 71 ans. Et ce qui compte, c'est l'âge physiologique. Si la patiente elle a 71 ans, en pleine forme, pas de comorbidité, rien du tout, pourquoi lui refuser, quoi. Ah, il y a un âge physiologique et un âge. Vous l'estimez ça en tant que médecin? On l'estime un petit peu avec son état de santé, avec ses antécédents, avec tout ça. Ouais. Ah oui, donc tu peux dire selon la peau, selon si les reins Mhm. fonctionnent bien, la tête et tout ça, tu peux dire, ok, physiquement, elle a 60 ans, elle a factuellement 71 ans. Voilà. Et à l'inverse, des patients qui vont avoir 40-50 ans et qui vont en paraître beaucoup plus parce qu'ils ont une vie avec un peu plus d'abus ou un Ou un corps patrimoine marqué, génétique, voilà, un corps marqué, un patrimoine génétique un peu moins bien. Et l'augmentation mammaire, ça coûte combien? Est-ce que c'est du cas par cas? Est-ce que plus c'est gros, plus ça coûte cher? Ou pas du tout? Ou est-ce que tu as des finitions qui vont être supplémentaires? C'est bête ce que je vais dire peut-être, mais Ouais, mais- je veux telle forme, tel truc, ça coûte plus cher parce que c'est une finition particulière. Est-ce que... Alors globalement, il y a des augmentations mammaires qui peuvent être parfois prises en charge pour des malformations, pour des choses comme ça, ok. pour des augmentations esthétiques pures. Donc là, forcément, la patiente paye tout de A à Z. Et les prothèses, c'est le même prix si je mets 200 grammes ou si je mets 600 grammes. D'accord, ok. Donc ça ne change rien. Après, ce qui peut changer, c'est si je fais une augmentation simple
ou si je fais un lifting associé du sein, s'il y a des petits gestes associés, ça peut faire varier le prix. Ouais. C'est quoi un petit geste associé C'est une femme à qui je mets une prothèse, mais elle a le sein qui tombe. Donc on veut l'augmenter, mais on veut aussi le remonter. Tu me disais qu'il y a des femmes parfois qui venaient même parfois poussées par leur mari pour une augmentation mammaire, ou même qui venaient pour elles-mêmes. Est-ce qu'il y a eu des regrets, des femmes qui étaient persuadées que c'est ce qu'elles voulaient, elles ont fait les tests, elles ont sous-pesé ce qu'elles voulaient exactement comme grammage et tout, et finalement elles se rendent compte que c'est pas ce qu'il leur faut? Alors ça arrive parfois, mais justement on se revoit plusieurs fois. Je les vois une fois et le lendemain je les opère. Bien sûr. On se revoit plusieurs fois, on refait plusieurs fois les tests pour qu'elles y réfléchissent. Et globalement, la plupart des regrets qu'on peut avoir, c'est les patientes qui disent j'aurais peut-être dû mettre une taille au-dessus. En se disant on y va tout doucement, je veux que ça soit naturel et je veux pas trop faire. Et au final, elles s'y habituent, elles se rendent compte qu'elles auraient peut-être aimé une taille au-dessus. Quoi. Ah ouais, quand même. Ça arrive souvent. D'accord. Et tu as déjà eu des plaintes, ou alors même de ta direction, qu'il y a eu des signalements comme quoi ce que tu as fait, ça correspondait pas, ou de femmes qui t'ont pas harcelé, mais pas loin? Alors j'ai déjà eu ça. Okay. J'ai eu 2 cas. J'ai eu une patiente qui avait porté plainte au Conseil de l'Ordre parce que je l'avais escroquée et j'avais mis des prothèses en sérum physiologique. Donc les prothèses, ça peut être ou en sérum physiologique ou en silicone. Okay. Sérum physiologique, c'est comme de l'eau en fait. Oui, c'est ce qu'on met, les sérums physiologiques. Voilà, même pipette pour les yeux. Pour les yeux, c'est ça. Voilà, ouais, c'est ça. Okay. Sauf que maintenant, c'est plus fabriqué en Europe. Et je disais à cette patiente, écoutez, j'en ai jamais posé, donc c'est impossible. Elle n'a pas laissé tomber, elle a porté plainte. Bon, il y a eu confrontation et j'ai donné référence de prothèse en disant c'est impossible. Ok, putain. Et j'ai eu un autre cas, c'était une patiente qui venait pour une augmentation des seins, donc une jeune qui avait à peu près 25 ans, donc qui était un petit peu aguicheuse, c'est-à-dire que je la voyais en consultation pour une augmentation des seins, elle se mettait quasiment nue et ce que mes fesses sont bien, quoi. Donc là, c'était un petit peu... C'est pas le même sujet, du coup. Voilà, un petit peu limite. Elle avait un discours un peu aguicheur, quoi. Docteur, rendez-moi sexy, je veux être très très sexy, je veux être la plus sexy. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous me trouvez bien? Voilà. Un discours un petit peu comme ça. Donc là, on essaye un peu de prendre un peu de recul. C'était seul avec elle en plus en consultation? Voilà, c'est ça. Donc dans ces moments-là, ça peut être un petit peu limite. Ouais. Donc finalement, on prend un peu de recul. Elle m'avait envoyé justement plusieurs mails. Est-ce qu'on peut aller boire un verre? Est-ce qu'on peut discuter un peu plus? Ah oui, donc là, c'est plus du tout le même sujet. Voilà, c'est plus le même sujet. Justement, elle m'avait envoyé ça après l'intervention. Et à chaque fois, je répondais pas. Alors, on veut surtout pas de vague. Et cette patiente, vu que j'avais pas répondu, a fini par porter plainte aussi pour insatisfaction du résultat. Quoi. C'est vrai. Ouais. Tu lui as fait quoi? C'était augmentation mammaire? Augmentation mammaire. Ouais. Ah oui, parce que tu ne répondais pas à ses avances, du coup, voilà, elle a c'est ça. Le résultat lui convenait pas finalement. La direction. Et pour elle, c'était un échec de l'intervention et elle voulait être remboursée. Ah wow. Ah ouais, les gens vont loin. Ouais. Tu fais gaffe à ça justement, à des patientes qui te dragueraient pour obtenir quelque chose, parce que tu as quand même le métier qui permet aux femmes, aux hommes, à n'importe qui de changer de corps. Ouais, il faut faire gaffe. Souvent, quand on sent un petit peu les patientes comme ça, il faut prendre quand même pas mal de distance ou carrément dire non si on ne le sent pas du tout. Hein. Tu t'occupes plus de femmes ou d'hommes? Plus de femmes. Ah, un pourcentage? C'est quoi le pourcentage à peu près? Alors on va dire que déjà pour tout ce qui est, dont on parlait tout à l'heure, cancer de la peau, là c'est quasiment moitié-moitié. Pour le reste, c'est quasiment 85% de femmes pour 15% d'hommes. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Et les hommes, ils viennent pour quoi? De manière générale Généralement, les hommes, ça va être pour les chirurgies du nez, donc les rhinoplasties, les lipoaspirations du corps. Donc enlever la graisse. Enlever la graisse, les gynécomasties. Ça va être donc même si on est un homme, on a une glande mammaire. Et parfois, elle peut être anormalement développée. Et ça fait donc avoir des seins d'hommes. Voilà. Ok. Et aussi des greffes de cheveux. Ça, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Pour terminer sur les réductions mammaires, tu as même ce qu'on appelle les torsoplasties. Oui. Tu m'as parlé de ça, moi je ne connaissais pas le terme. À quoi ça correspond? Donc c'est des patients transgenres, donc qui sont nés du genre féminin, mais ça ne correspond pas à leur identité. Et le but, c'est de leur remettre leur corps en accord avec leur genre. Donc le but, ça va être de retirer leur sein pour faire un torse masculin. Ça, c'est des choses que tu fais beaucoup ou de plus en plus? Alors oui, donc c'est assez fréquent et bien sûr de plus en plus. Ouais. Alors, c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de débats, même sur Internet, sur les réseaux. Dès qu'il y a ces sujets-là qui apparaissent, ça crée des discussions. Bien sûr. Comment ça se passe? Toi, finalement, tu es le bout de chaîne. Est-ce qu'il y a des consultations psychologiques? Est-ce que toi, tu fais un travail psychologique avec la personne? C'est quand même pas rien comme décision. Pas rien. Il y en a qui sont supprimés des seins parce qu'elles n'ont pas le choix. Et là, c'est vraiment une vraie décision qui se justifie pour chacun. Comment ça se passe? C'est quoi le process? C'est mis du temps avant d'arriver à cette opération-là? Il y a un parcours qui est quand même pas court. Quoi. C'est-à-dire qu'avant de me voir, moi, pour l'intervention, donc déjà, il y a un suivi avec un psychiatre donc, qui va se dérouler, qui va être assez long. Il va y avoir un suivi avec un endocrinologue
pour éventuellement prendre de l'hormonothérapie, de la testostérone, pour justement avoir la pilosité qui va pousser, la voix qui va devenir plus grave, essayer de faire diminuer un petit peu le volume de la glande mammaire. Donc il y a tout un suivi, tout un parcours avant de se lancer dans l'opération. D'accord. Est-ce que quand tu dis tu vois ça de plus en plus, est-ce qu'il y a, dans le lot de personnes qui viennent te voir aujourd'hui, est-ce qu'il y a un effet de mode? Est-ce que c'est des choses qui se discutent de plus en plus et que les gens se disent pourquoi pas moi, sans avoir trop réfléchi à la question? Un effet de mode, je pense pas et j'espère pas, mais en tout cas le fait qu'on en parle plus actuellement, que ce soit plus facilement accessible, que même si le parcours est un peu long, que les démarches soient quand même un petit peu plus simples et plus acceptées, ça c'est sûr. Il y a eu des débats sur le digital, sur les réseaux sociaux notamment, sur des parents qui avaient leurs enfants qui étaient en transition, qu'ils avaient sur des plateaux télé où ils justifiaient justement de tel enfant qui était en transition, qui souhaitait une opération par la suite. Est-ce que tu opères des mineurs pour ce genre de cas? Alors pour ce genre de cas, ça peut être fait chez des mineurs, mais il faut que la transition soit vraiment entamée depuis un certain temps, avec le suivi qui a été fait par le psychiatre, par l'endocrinologue, par tout le monde, et l'accord bien sûr des parents dans ce cas-là. Donc il faut forcément l'accord des deux parents. D'accord. Il y a les transitions, quand tu parles de transition, il n'y a pas uniquement la torsoplastie, il y a l'appareil génital, que ce soit masculin ou féminin. Tu es amené à avoir sûrement des cas d'hommes qui veulent se faire retirer le pénis, de femmes qui veulent s'en faire greffer, ou d'hommes qui veulent se faire greffer des vagins. Est-ce que tout est faisable? Alors en théorie, tout est faisable, mais tout n'est pas forcément fonctionnel. D'accord. C'est-à-dire que faire une vaginoplastie, donc une patiente qui a été en transition, le but c'est de lui recréer un vagin à partir de son pénis. Donc c'était quelqu'un qui avait un pénis, homme, qui est en transition pour devenir une femme physiquement, et donc là tu dois recréer un vagin de toute pièce. Donc ça on le fait, c'est ce qu'on appelle une inversion pénienne. Donc on va utiliser la peau du pénis pour recréer le vagin en fait, la tubulure du vagin, et le clitoris sera refait avec le gland. Tu réutilises exactement le pénis pour recréer le vagin. Et du coup, avec ce gland, on recrée le clitoris. Il y a toujours les cellules érectiles et responsables de l'orgasme qui sont là. Donc c'est des patientes qui après peuvent avoir des orgasmes. Ah waouh. Ah, t'es capable de faire ce truc-là. Et une question bête, mais quand tu dois récupérer la peau du pénis, est-ce que tu coupes le pénis? Enfin, je sais que c'est un peu brutal, mais est-ce que ça se scie? Est-ce que c'est quoi le... Alors oui, c'est pas vraiment scié, mais ça se coupe, bien sûr. Mais ça se coupe, les testicules sont retirés et le corps spongieux est retiré aussi. D'accord. Et alors, parce que... Pour regarder la peau. Que je comprenne bien. Si tu retires un pénis, il faut quand même que tu recrées le vagin à partir du pénis. Est-ce que c'est en 2 étapes? Est-ce que d'abord c'est retrait du pénis, on crée un vagin et on pose un vagin? Ou est-ce que c'est dans la même opération où il y a retrait du pénis et on continue et on approfondit et on crée le vagin à partir de... C'est tout en une fois. Après, il y a plein de techniques où on fait avec l'inversion pénienne, donc on prend la peau du pénis et on fait le vagin. Donc là, justement, même par exemple, des patients qui sont non circoncis auront un vagin plus important, parce qu'il y a plus de peau. Le fond du vagin peut se faire aussi avec un bout de côlon, par exemple. Un bout de côlon? Un bout de côlon. Du côlon de la... De côlon, un bout d'intestin, et ça permet d'avoir une lubrification naturelle à ce niveau-là et d'avoir une taille qui est plus importante. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. Et donc tu dis que si on recrée le clitoris, la personne retrouve des sensations... Et ça a été montré qu'il y a une étude récente qui a été faite que 80% des femmes, justement, retrouvent un orgasme après l'intervention. C'est quand même énorme. Ah, c'est gigantesque. Est-ce que visuellement, ça ressemble à un vagin? Il y a plein de formes de vagin, bien sûr, mais en tout cas, est-ce que c'est visuellement, on ne peut pas définir si c'est vrai ou faux? Moi, quand j'étais jeune interne, j'ai une patiente qui venait comme ça pour un suivi. Je la voyais très belle, très féminine. On fait l'examen à ce niveau-là et je me serais fait avoir, c'est sûr et certain. Ah ouais. Donc, parce que la pilosité revient. La pilosité revient, donc il y a certes des petites cicatrices ou autres, mais après il suffit qu'on laisse 2-3 mm de poil, tout est masqué. D'accord, c'est vraiment invisible. Donc là, c'est dans le cas où on a retiré un pénis pour recréer un vagin. Est-ce que dans l'autre sens, ça fonctionne? Est-ce que du coup, quelqu'un qui avait un vagin, une femme qui avait un vagin, qui est en transition pour devenir un homme, on recrée du coup un pénis? De quoi on part? On peut le faire, on utilise généralement des parties de corde qu'on a. Donc on peut prendre une partie de peau de l'avant-bras, et cette peau va être roulée comme un cigare, on va dire, et on va s'en servir pour faire un... Parallèle bagnole, cigare, je pense qu'on on est bien. Et ça va permettre de refaire le pénis. On peut reprendre aussi une partie de la peau qu'on a à ce niveau-là, au niveau du pubis, pour refaire le pénis. Mais est-ce que là, dans le pénis, il y a tout le circuit urinaire aussi, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Est-ce que tu recrées... Donc le circuit urinaire peut être recréé.
le circuit érectile, il peut être fait, mais avec une pompe. C'est-à-dire que le patient a comme une pompe, en fait, et on va pomper, on va appuyer, et le pénis va se mettre en érection. Alors, de base, au repos. Au repos. Donc, tu as un pénis, c'est un bout de chair. Voilà. Mais un bout de chair mort, en fait, finalement. Voilà, qui n'a pas de fonction. Qui est au repos, comme un pénis normal au repos. Ouais. Et avec cette petite pompe. Quand tu veux rentrer en érection, que tu vas avoir un rapport sexuel, tu as une pompe, mais c'est-à-dire c'est quoi? C'est filaire et tu me gonfles? Il est sous la peau. Ah, voilà. Donc il est sous la peau, sous un plan dur, sous un os, pour qu'on puisse justement appuyer dessus et faire gonfler la zone. Alors t'appuies une fois? Plusieurs fois, pour pomper. Ah ouais, t'appuies. Comme si on gonflait la roue d'un vélo. Comme si tu gonflais un... On gonflait un pneu, quoi. Incroyable. Mais attends, parce qu'une fois que c'est gonflé, est-ce que ça se dégonfle tout doucement? Après, il y a le bouton inverse. Ah, waouh. C'est incroyable. C'est que de l'air qui est rempli, quoi, dedans. Ouais, c'est comme un ballon qui resterait comme ça. Enfin, ouais. C'est ça un peu, finalement. C'est ça, ouais. Parce que, ok. Et le système urinaire fonctionne naturellement. Le système urinaire, il est remis. Par contre, là, il n'y a pas la même sensibilité que comme si on faisait un clitoris. J'ai la question, pose la question. C'est-à-dire que là, pour le coup, même si on regreffe des petits nerfs, ça marche moins bien et on n'a pas d'orgasme. Voilà. Le patient ne pourra pas avoir d'orgasme. Donc, on va dire que dans ces cas-là, ils arrivent à trouver du plaisir en faisant plaisir. Ah oui, ok. Et si tu n'as pas la sensation d'orgasme et d'érection, tout ça, est-ce que tu as quand même des nerfs? Est-ce que quand tu touches ton pénis, tu as l'impression que ça t'appartient ou c'est juste Alors, il y a différentes techniques, différentes zones, mais souvent, si on prend par exemple la peau de l'avant-bras, on peut reprendre un petit nerf superficiel qu'on a et le rebrancher sur la zone ici. Donc on le sent, mais on n'a pas la même sensibilité, c'est sûr. D'accord. Ah wow, ok. T'en fais combien d'opérations comme celle-là par an? Alors ça, c'est des choses qu'on fait à l'hôpital. C'est quand même des interventions qui sont plus lourdes, qui durent quasiment une journée. Globalement, il y en a une toutes les 2-3 semaines à peu près, quoi. Ah, quand même. Ouais. Et dans les deux sens, c'est-à-dire que tu peux enlever un pénis, recréer un vagin. Ah oui, donc une toutes les deux, Ça reste quand même important. Ça reste quand même important. Après, il n'y a pas beaucoup de centres qui en font aussi, quoi. Ah, tu fais partie des rares centres à faire ce genre de choses. Tu dis que ça prend toute la journée, c'est-à-dire que l'opération, par exemple, elle est fixée à 8h le matin, tu l'as jusqu'au fin d'après-midi? C'est ça. D'accord. Ok. Et question, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que tu as eu quelqu'un qui avait un pénis et qui voulait un vagin et qui peut garder les deux? Il y a eu des demandes un peu farfelues comme ça. Et c'était un patient qui voulait ça parce qu'il avait vu ça dans un manga porno. Oh putain. Et là, après, on veut bien remettre en accord le corps et tout, mais il faut pas non plus aller trop loin, quoi. Mais est-ce que, alors il a vu dans un manga, certes, les limites des mangas parfois, c'est pas, voilà. Mais est-ce que c'est factuellement possible? Est-ce qu'on peut avoir un pénis plus un vagin, les deux fonctionnels? En théorie, c'est possible. On peut faire une phalloplastie, donc faire un nouveau pénis en prenant la peau de l'avant-bras et le mettre au-dessus du vagin. Oh, wow. Techniquement, c'est possible. Après, il y a des questions éthiques et jusqu'où on va, quoi. Ouais, c'est chaud. Enfin, ça fait beaucoup quand même, là. Ouais, ça fait beaucoup. L'un, ok, pas de problème, changement de sexe parce que transition. Mais c'est quand même avoir les deux. Il y en a sur Terre qui ont les deux, tu penses? Ça doit exister. Ouais, il y a des médecins qui ont moins de scrupules que d'autres à le faire. Peut-être que dans d'autres pays, ils doivent pouvoir le faire, mais en tout cas, en France, Tout à l'heure, je te posais la question, on n'a pas répondu exactement, mais combien coûte se faire refaire un sein? L'augmentation mammaire? Le tarif, donc si c'est non pris en charge, ça va être variable en fonction du chirurgien, en fonction de la ville où on peut le faire. Ça peut être entre 5 000 et 7 000 euros à peu près, quoi. Et pour une opération comme celle-là, de changement de sexe, donc de se faire retirer un pénis pour avoir un vagin et vice-versa? Donc là, c'est différent parce que là, il y a une partie qui peut être prise en charge. D'accord. Donc c'est des patients qui rentrent dans un parcours qui est très long pour le coup. Là, pour faire une vaginoplastie ou une phalloplastie, c'est un parcours qui est très long, qui dure au minimum 2 ans. D'accord. Donc là, il y a une partie qui pourrait être prise par la Sécu. Et après, les honoraires vont varier en fonction du chirurgien. Petite question, on parlait de création de pénis, tout ça, mais est-ce qu'il y a un catalogue? Est-ce que tu te dis, tiens, si je veux avoir un pénis demain, j'ai un catalogue avec la taille, la couleur, les formes, enfin, tu vois, c'est... La couleur, ça va être la couleur de sa peau de base, mais la taille, on peut en discuter. Ah ouais, ça se discute quand même. Ok. Je pose toutes les questions, les gars. Voilà, c'est comme ça. Tu nous disais juste avant qu'un clitoris qui va être refait pour ressentir à peu près tout, en fait, toutes les sensations vont être retrouvées. Et pourquoi, à l'inverse, on ne peut pas recréer la même chose en recréant un pénis? Pourquoi on ne retrouve pas de plaisir? Parce que le clit, en fait, on n'aura pas assez de longueur pour pouvoir aboucher le clitoris au niveau du nouveau gland, quoi. Ah ouais, c'est juste une limite anatomique, quoi. Et c'est des choses qui vont pouvoir évoluer, tu penses? Est-ce qu'on va trouver des moyens
de créer des textures, des tissus organiques. Ouais, ou avec des greffes nerveuses composites, ça pourrait être une solution. Ouais. Donc dans le futur, on va dire moyen terme, long terme, on pourrait avoir des pénis recréés qui auraient les mêmes sensations qu'un vrai pénis. On va travailler pour, mais en tout cas, c'est pas d'actualité, mais on espère. Ouais. Est-ce que ça te... Parce qu'il y a un moment où ça a dû être ta première opération de ce type-là. Comment tu l'as vécu, ce moment-là d'enlever le pénis de quelqu'un ou de créer un vagin? Déjà, ces opérations-là, les premières fois qu'on le fait, on n'est pas seul. Ça marche un peu par compagnonnage. Donc, sauf que c'est des opérations un peu spécifiques, donc il y a peu de personnes qui vont le faire. Ouais. Donc souvent, on le fait, on est accompagné. Donc les premières fois qu'on le fait, qu'on le voit, on a d'autres personnes qui sont là. C'est des opérations qui sont assez impressionnantes, donc ça fait un peu bizarre au début. Ouais, parce que, pareil, un pénis, à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure sur la peau qu'on enlève pour quelqu'un qui était un ancien obèse, ça se jette. Enfin, quand la personne veut... Ouais, c'est des déchets biologiques qui sont brûlés après. On parlait justement de personnes à qui tu aurais pu recréer un vagin. Il y a des gens qui ont souffert d'excision, par exemple, à qui on a coupé des morceaux de parties génitales. Ça peut être le clitoris ou certaines parties du vagin. C'est des pratiques qu'on retrouve dans certains pays d'Afrique, notamment, beaucoup. Est-ce que tu as pu, parfois, toi, recréer, en tout cas, restaurer un appareil génital féminin, recréer un clitoris pour des personnes qui auraient souffert de ça? Ouais, donc ça, heureusement, c'est des interventions qui ne sont pas si fréquentes que ça, et qu'on voit de moins en moins. Mais oui, j'avais une patiente comme ça qui venait d'Afrique et qui avait subi une excision, et en plus, l'excision avait été demandée par son père. Donc c'est des cas en plus qui sont un peu difficiles. Ouais. Et la patiente était venue, donc au niveau de son clitoris, il ne restait plus qu'une cicatrice à ce niveau-là, comme une zone cicatricielle, et elle n'avait jamais pu connaître l'orgasme clitorien, quoi. Donc ça, c'est des opérations qui sont possibles. Le but, c'est justement, le clitoris, ça va être comme une tige, on va dire, et le but, ça va être d'aller rechercher le reste de tige qui avait en profondeur, qui n'avait pas été excisé, pour pouvoir le remettre à la surface et qu'elle puisse retrouver cette zone qui va être érogène et érectile et qui va lui permettre d'avoir un orgasme. Ouais. Question bête, mais comment ça se déroule une excision? Est-ce que c'est des choses qui se font sous anesthésie? Est-ce que c'est brutal? Est-ce que... Globalement, c'est dans des pays d'Afrique et c'est fait de manière assez brutale. Ouais. Souvent sans asepsie, sans désinfection et sans anesthésie. Ouais. Sur des enfants? Sur des enfants, c'est des vraies mutilations. Elle avait été excisée, je crois qu'elle avait 12 ans. Donc, donc c'est horrible. Là, je l'ai vue, elle avait peut-être 25 ans. Donc elle était arrivée en France. Et c'est des patients qui revivent après. Comment il vient, quel état psychologique on a quand on s'est fait mutiler assez jeune et qu'on va peut-être retrouver ce qu'on a perdu, ce qu'on nous a enlevé tôt? C'est des patientes, au final, qui sont assez méfiantes et qui n'ont pas forcément énormément d'attentes. C'est comme si elles étaient résignées. Depuis l'âge de 12 ans, elles sont excisées, elles n'ont jamais connu ça. Elles viennent même de pays où on ne parle pas forcément de sexualité, de choses comme ça. Ouais. Donc c'est même souvent le gynécologue ou le médecin généraliste qui dit mais il y a des choses qui sont possibles, allez voir un chirurgien plasticien, voir ce qu'on peut faire. Donc c'est même pas forcément leur première demande à elles, et elles veulent bien contentes, mais elles s'attendent pas à quoi que ce soit, quoi. Donc c'est souvent des bonnes surprises. On parlait tout à l'heure d'augmentation mammaire, on va parler aussi des hommes qui viennent te voir, peut-être par exemple pour des augmentations du pénis. Est-ce que c'est des choses que tu vois souvent ou pas? C'est des choses qui sont... C'est pas l'intervention la plus fréquente, mais qu'on voit souvent. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que ce sont des mecs qui viennent, à l'image tout à l'heure des femmes qui avaient leur compagnon à côté pour augmenter la taille des seins? Est-ce que ce sont des hommes qui viennent avec leurs femmes, qui leur disent tu devrais penser à te faire augmenter le pénis? Ou est-ce que d'eux-mêmes ils se disent non, quand même, j'ai l'impression d'être ridicule au vestiaire? Ouais. C'est quoi le profil? Il y a vraiment tous les cas. Il y a les mecs complexés qui viennent tout seuls et qui, pareil, ils font du foot, ils ils veulent même pas se mettre tout nus dans la douche, ils sont vraiment complexés. Il y a des patients qui viennent, souvent ils viennent seuls, hein. C'est des consultes où ils viennent rarement accompagnés, quoi. Des mecs qui viennent et ma compagne m'a dit que j'avais un petit pénis. Donc ça arrive aussi, là, c'est un peu dur. Psychologique, ça doit être dur en plus. Et souvent même leurs femmes, c'est pas leur copine d'un soir, quoi. Ils sont mariés et tout, ça arrive fréquemment. Ou des mecs qui viennent d'eux-mêmes complexés, qui veulent faire quelque chose pour ça, quoi. Il y a vraiment tous les profils. Alors comment ça se déroule? Ils viennent te voir, ils sont un peu gênés, tu leur expliques comment que ça se passe? Il y a différentes manières de... Différentes manières, ouais. Déjà, il y a tous les profils, il y a des mecs qui viennent qui ont carrément un micro-pénis. Tout est vraiment rentré, là on se dit, ok, on peut faire... Micro-pénis, c'est quoi? C'est vraiment... Micro-pénis, c'est vraiment, tout est quasiment enfoui. Donc ça se voit quasiment pas, le gland dépasse à peine. Là, on les comprend, et il y a des mecs qui se déshabillent, on se dit, bon, ça va, qu'est-ce que vous voulez, quoi. C'est déjà pas mal. Donc il y a vraiment, heureusement, ça c'est pas la majorité, mais ça arrive aussi. Ah, tu rassures les gens? Tu as un travail de ça, de dire, mais tout va bien, il n'y a pas besoin de... Le but, c'est pas d'opérer pour opérer, hein. S'ils sont bien, on va pas faire une opération pour rien, quoi. D'accord. Donc ouais, ça arrive où on dit, mais non, mais là, vous êtes comme la moyenne, voire plus, l'intérêt de l'opération, forcément, chez vous, elle n'est pas forcément là, quoi.
Alors, Et, c'est quoi les méthodes, du coup, pour augmenter un pénis? donc déjà, l'augmentation, ça va être surtout au repos. Donc on peut l'allonger. Ouais, Alors qu'on a un ligament au-dessus du pénis qui permet de suspendre un peu la verge. ok. Donc si on fait une petite incision et qu'on va sectionner ce ligament, bah, ça fait que la verge se relâche un petit peu. Et du Ok. coup, on peut gagner jusqu'à 2 cm. D'accord. C'est pas non ok. plus, on passe pas de 10 cm à 20. Mm. Donc c'est des augmentations qui sont quand même très modérées. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Exactement. Et c'est un Et, truc que tu vois souvent, ça? Des mecs qui savent, qui connaissent cette opération, qui viennent juste pour Ouais. une petite augmentation. Souvent, ceux qui viennent comme ça, ils sont assez renseignés. Ils ont regardé un peu sur Internet, ils ont lu 2-3 trucs, ils connaissent globalement la technique. Hmm. Et on peut augmenter aussi le diamètre. Donc Ah, là, la largeur, du coup. la largeur, là, on va injecter de la graisse ou parfois de l'acide hyaluronique pour que le pénis soit plus large. Donc on peut gagner un peu en largeur et en longueur. D'accord. Il n'y a pas de découpage, augmentation, greffe, non. Non, C'est là, du produit, principalement. c'est ça. Le but, là, c'est d'être le moins traumatisant possible parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de dysfonction érectile pour le plaisir ou même pour uriner Hmm. après, quoi. Et ça peut être dangereux, une augmentation du pénis. Est-ce qu'il y a des risques? Ça peut être dangereux, bien sûr. Ouais. Ok. Donc déjà, quand on sectionne le ligament, bah, on peut sectionner tout l'appareil vasculo-nerveux, donc tous les petits nerfs, tous les vaisseaux. Ouais, c'est plein de nerfs, finalement. Donc, du coup, plus de sensations. Hmm. Si on va très profond, bah, sans s'en rendre compte, il y a le rectum qui est pas très loin derrière. Ah, Il faut faire ouais. un petit peu gaffe aussi. Ah ouais, quand même. Et au niveau des injections, donc si on injecte de la graisse, il y a moins de risques parce que c'est son propre corps. Et il y a des chirurgiens qui se sont amusés à injecter des produits de comblement qui étaient définitifs et ça peut créer des infections ou des nécroses de la verge. Donc, ouais, Ça veut dire après, il y a des amputations à il y a faire. des Et tout. amputations à faire. Ouais. Donc, ouais, Ah ouais, t'as déjà fait, toi, des amputations de pénis à cause de complications? J'ai déjà fait des amputations pour des tumeurs du pénis, Ok. mais pas pour des augmentations, heureusement. Ah wow, ok. C'est quoi le pénis qu'on t'a demandé qui était le plus improbable? Est-ce qu'on t'a demandé, tiens, quelqu'un qui passe d'un 12 cm à un 30? Est-ce que t'as eu des demandes un peu farfelues de gens Alors, des demandes farfelues, non, parce que dès le début, je leur dis, calmez-vous? c'est ça. Et c'est dès le début, on va tout de suite voir ce qu'on peut attendre. Ne vous attendez pas à ce que ça double, Ouais. voilà ce qu'on peut gagner. Et qu'il ne faut pas non plus que survendre le truc, parce que s'ils sont déçus après par la suite... Mais moi, j'ai vu un cas, rien à voir avec la taille, mais le mec était venu, il est venu accompagné d'un ami pour une augmentation du pénis. Mm. Donc, même pas forcément gêné, pas forcément complexé par rapport à ça. Ok. Je le vois 3 fois avant l'opération. on en Il vient avec discute un à chaque pote, fois. c'est ça, lui? Il vient avec un pote. Ok. À chaque fois, il vient avec un pote, histoire de ne pas être tout seul, d'être accompagné. Ok. Bien sûr, je l'examine tout seul à côté. Ouais. Et son pote, j'ai l'impression qu'il était un petit peu intéressé aussi par l'intervention. Ah, Donc, finalement, on programme l'intervention, on le fait. Le bloc se passe bien. C'est une opération qui était en ambulatoire. c'est-à-dire que tu rentres le ça- jour et tu sors le soir? C'est ça. Il vient le matin, il Ouais. reste en surveillance, il sort après en fin d'après-midi. Hmm. Sauf que quand on sort en ambulatoire, il faut que forcément quelqu'un vienne nous chercher et qu'on puisse rester et que quelqu'un dorme avec nous la première nuit. Au cas Attends, où il y parce a quoi que que, ce soit. petite question, mais comment tu viens avec un pote à une opération Ouais. Enfin, je me verrais pas demander à un pote si je devais le faire C'est ça. demain, Ouais. de venir avec moi, tiens, dis, j'ai rendez-vous pour augmenter le pénis. Enfin, Faut être proche. Ouais. ah oui, d'accord, ok, d'accord. Et, ok. au final, on fait l'intervention. Donc, on lui dit que c'est en ambulatoire, il faut que quelqu'un vienne. Ouais. Le mec n'avait pas trop percuté, finalement, il n'y a personne. Il essaie d'appeler son pote qui n'était pas disponible. Et sans le savoir, l'anesthésiste appelle le contact d'urgence. Ok. Et le contact d'urgence, c'était sa femme, Ok. qui a été appelée, qui était en furie, Ah, qui a débarqué enceinte, Oh là quasiment là. accouchée, à 9 mois, je pense, quasiment. Elle ne comprenait pas ce qui passait. Elle dit, s'il vous plaît, dites que vous m'avez opéré d'une appendicectomie. Ne lui dites pas, s'il vous plaît. Ah, elle savait rien du Elle tout. ne savait rien du tout. Et lui nous suppliait de surtout pas lui dire ce qui avait été fait, quoi. Ça veut dire que le mec qui l'accompagnait, c'était son amant? Enfin, c'était quoi le. Sûrement. Après, j'ai pas été dans T'as la jamais su? discussion. Et l'anecdote, c'est que je ne l'ai jamais revu en consultation. Ah, attends, tu l'as opéré? Je l'ai opéré, il n'est jamais revenu. Ok. Donc, bon, pas de nouvelles bonnes nouvelles, mais en tout cas, Ah oui, il a disparu complètement. disparu. Et ça coûtait combien, une augmentation du pénis? l'augmentation du pénis, c'est une intervention qui est esthétique, Ouais. donc non prise en charge. Après, l'appareil, ça varie entre ce qu'on fait, s'il faut injecter de la graisse, Hmm. libérer le ligament, mais il faut compter aux alentours de 5 000 € à peu près. 5 000 €, ok. Est-ce que tu as des gens connus qui font la demande d'augmentation de pénis? Alors, j'ai pas eu le cas. T'as pas eu le cas? J'ai pas eu le cas pour l'augmentation de pénis. Ah ok. Ah, tu l'as pour d'autres choses? Alors, j'ai déjà vu des gens connus, Ouais. mais qui venaient pas pour ça. Pourquoi Ouais. les gens connus viennent en général? Alors, en homme, moi j'ai vu un homme connu qui venait pour les paupières. Donc, rien Pierre, c'est quoi? C'est un d'extravagant. peu tirer les Voilà, paupières? c'est la peau des paupières qui tombe. D'accord. Et du coup, ça donne un regard fatigué. Ok. Ça peut même faire qu'on voit un peu moins bien. Et esthétiquement, on paraît toujours Ok. plus vieilli, plus fatigué. Ok. Ça, c'était un acteur français assez connu. Ok. On va d'ailleurs pas les noms. on va pas dire les chacun noms. Garde son intimité. Et une actrice aussi qui venait pour un changement de prothèse mammaire. Ah ouais, d'accord. Ah, ça se change des implants?
Alors, ça se change, ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'un implant n'a pas une durée de vie illimitée. Ok. Si une patiente à 20 ans vient pour des prothèses, on sait que dans sa vie, ils seront changés 1 ou 2 fois, quoi. Ah ouais, donc tous les 10-15 ans, ça se change, quoi. Globalement, tous les 10 ans, il y a un suivi, mais ça peut durer 15 ans, 20 ans, quoi. Est-ce qu'il y a eu des opérations de gens connus que tu as gérées, enfin, tu vois, qui ont physiquement, ils n'étaient pas comme on les voit aujourd'hui? Est-ce qui ont évolué physiquement et... J'avais vu une personne connue, une femme, une actrice, et qui avait des séquelles d'obésité. Donc, qui Et était une on la ancienne voyait, obèse? une ancienne obèse, et je l'aurais jamais deviné, quoi. On la voyait bien habillée, il suffit qu'elle avait des vêtements un peu, même un sorte de corset un peu compressif. On s'imaginait même pas qu'il y avait des excès de peau en dessous, quoi. Quelqu'un de connu? Que tout le monde connaît? Oui. Ah waouh, ok. Quelqu'un qui était un ancien obèse et qu'aujourd'hui on n'imaginerait pas, qu'on n'arrive pas à imaginer, quoi. Ok. Ah oui, donc c'est quand même quelque chose de répandu, même. Enfin, peut-être que les célébrités aussi, les gens qui ont un métier d'image, sont Ouais. plus à cheval là-dessus. Là-dessus, ils ont peut-être aussi plus d'informations, aussi forcément plus de moyens, donc tout joue aussi, quoi. Ouais. Ce qui revient, c'est quoi? Ça va être le paupière, le nez. Ouais, ça, c'est les chirurgies les plus fréquentes, quoi. Ah Au oui. niveau du visage, ouais, les paupières, ça touche, pour le coup, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Ok. Et ça, est-ce qu'il y a une adaptation du tarif à la personne ou globalement c'est standardisé Ouais, globalement, faut standardiser un petit peu, quoi. Sauf si, J'aime bien globalement avec le petit sourire. sauf si, faut que ça soit à tel moment pour être discret, Ah oui. ou ça, s'il y a une organisation un peu différente. comprends, ouais. Mais Oui, les plannings, les trucs. voilà, ça ok. peut jouer un peu. Ouais. On parlait de choses que tu as refusées en début d'émission, en teasant un petit peu. Qu'est-ce que tu as pu refuser? Moi, j'avais noté quelques petites choses, faire les fesses avec la photo de Kim Kardashian. Ouais. C'est quoi le panel de choses qu'on a pu te demander? Il y a vraiment de tout. Il y a les demandes qui sont infaisables, les bouches en cœur. Et les trucs qu'on a vus sur Instagram, des personnes qui demandaient ça, c'est une Les catastrophe. bouches en cœur, c'est-à-dire des grosses... C'est ça, c'est même se faire inciser la lèvre pour faire une résection de peau pour lui donner une forme de cœur. Donc là, il y a des demandes comme ça, il ne faut surtout pas faire ça, quoi. C'est-à-dire qu'au repos ou c'est en faisant comme Au ça? repos, dès le repos, il y a une bouche qui est totalement arrondie à ce niveau-là. Des oreilles d'elfe, j'ai eu aussi. Ah ouais. Des yeux de chat vraiment tirés. Donc là, ça, c'est les demandes les plus farfelues. Ça, c'est sûr qu'il faut dire non, quoi. Les effets mode comme ça, et même, c'est même pas un effet mode. Hein, Putain, les oreilles d'elfe, c'est-à-dire que les gens viennent, te montrent une photo d'elfe en disant tiens, j'adore le Seigneur des Anneaux, Ouais. je rêve d'être un elfe. Et il y en a qui le font, il y a des chirurgiens qui le font esthétique. Il doit y en avoir. Ouais. Il doit En y fait, avoir. tout se monnaie. C'est C'est-à-dire que si toi tu le fais pas, il y en a toujours quelqu'un qui va le faire. Toujours quelqu'un qui va dire oui derrière. Ouais. Et après, des demandes, oui. Il y a eu l'effet Kim Kardashian, des femmes qui ont des augmentations énormes. On ne peut pas faire pareil. Enfin, il y a des choses où anatomiquement, c'est pas possible, quoi. Est-ce qu'il faut une base? Il faut une base. D'accord, Ouais. ok. On peut pas avoir les fesses de Kim Kardashian du jour au lendemain Bien si sûr, on le veut, quoi. il faut une base, on a une anatomie de base. D'accord, ok. Il y a des choses qui ne sont pas faisables. Une patiente qui vient pour une rhinoplastie, voilà, je veux tel nez de telle actrice. Ça marche pas comme ça, T'as c'est ça pas possible. J'ai ça, ouais. Enfin, pour le coup, on le peut dire. De quel nez d'actrice les gens viennent. Enfin, quel nez d'actrice on vient te montrer? J'ai eu Jennifer Aniston il n'y a pas longtemps. Ah ouais, d'accord. Il y a pas mal de Jennifer Lopez aussi. C'est Il y a drôle pas quand mal- même. Les gens viennent, voilà, j'adore son nez comme ça, c'est pas forcément faisable, quoi. Petite question. Est-ce que Jennifer Aniston et Jennifer Lopez ont des nez refaits? Je ne crois pas. Non, parce que sinon, ça voudrait dire que les gens viennent te demander un nez refait. Je trouve que c'est quand même assez rigolo, quoi. Ok. Ah, donc on vient te montrer des photos? Tiens, Ouais. j'adore ce nez-là, sous différents angles et tout. Ouais, même des seins, parfois j'ai des patientes qui viennent pour. Ah ouais. Des patientes même d'un certain âge, qui viennent pour un lifting des seins. J'aimerais ces seins-là, et elles montrent, la fille doit avoir 18 ans, quoi. Elle a une poitrine Ah ouais. parfaite. Et là, tu refuses. Là, c'est pas sûr que vous allez être contente de l'intervention, quoi. Le résultat espéré va peut-être pas être à la hauteur, quoi. Ah ouais, putain. Et t'as des augmentations mammaires aussi que tu refuses parfois selon s'il y a trop d'écart entre Ouais. la demande et ce qui était à la base, non, Ouais. aussi? Quand tu refuses à quelqu'un, par exemple, une bouche en cœur, des yeux de chat, des oreilles d'elfe, est-ce que ces personnes-là vont te faire de la mauvaise pub derrière en disant oui, il a pas accepté, c'est un mauvais médecin? Est-ce que ça peut être négatif et néfaste pour toi? Alors ça, oui et non, parce que ce genre de publicité, on n'en veut C'est pas pas la forcément, quoi. Je pense que n'importe quelle personne normalement constituée va avoir une amie qui va lui dire ce chirurgien m'a refusé les oreilles d'elfe. On va dire heureusement. Ouais. Donc ouais. je pense pas que ce soit de la C'est mauvaise pas facile pub, à hein. porter non plus, Ouais. hein, je pense, au quotidien. Mais les personnes qu'on refuse, généralement on se justifie un petit peu pourquoi c'est refusé. Donc normalement ça fait pas trop de mauvaise c'est pas pub si grave. si on arrive à. Je me rappelle bien justifier, quoi. d'un bad buzz qu'il y avait eu il y a pas longtemps, je sais plus quelle influenceuse, peut-être que les gars vous en rappelez, qui avait demandé à se refaire le vagin d'une jeune fille. Ah ouais. Maëva Guénam. Ouais. Ça avait beaucoup tourné parce Ouais. que c'était impensable de faire une promotion de choses comme ça. Ouais. Et la vidéo, elle se filmait en montrant son chirurgien esthétique qui était derrière. Ouais.
Est-ce que toi, tu as vu cette vidéo et ça t'a donné quoi comme impression de voir ça? Bah, déjà, ce chirurgien, il est interdit d'exercer maintenant. Ah, ok, Voilà, donc quand même, il y a des conséquences. il y a des conséquences. Et non, c'est pas... Il y a des choses qui peuvent être faites au niveau du vagin. Bien sûr, une femme qui a eu plusieurs enfants, où le vagin est totalement relâché, on peut le lifter un petit peu. Des femmes qui ont des hypertrophies des petites lèvres, où c'est gênant au quotidien quand on fait du vélo ou dans l'intimité, bien sûr, ça peut être fait. Des hymens aussi. Donc ça, j'ai eu des cas, par exemple, où moi j'avais un cas d'une patiente qui avait été violée. Ouais. Et donc là, forcément, c'est difficile. En plus, on peut avoir des coutumes religieuses vis-à-vis de la virginité qu'on peut respecter. Ah ouais. Là, on peut aller reformer un hymen. C'est des choses qui peuvent être faites. Et j'avais eu une patiente qui, elle, voulait faire un cadeau à son mari, à son futur mari. Elle allait se marier. Oh, wow. Il l'avait déjà fait. Il savait qu'elle n'était pas vierge. Et ben, voulait se refaire l'hymen pour que la nuit de noces, il ait le cadeau, quoi. Ah, wow. Bon, là, bien sûr, dans ces cas-là, c'est pas... Ça se refuse, tu refuses? Il faut refuser. Ouais. Il faut refuser, parce que là, c'est les limites un peu quand même les limites, de faut avoir une l'éthique éthique, et de la quoi, morale, quoi. ouais. Putain, c'est quand même... ouais, t'as des cas, hein, t'en vois tous les jours. C'est assez impressionnant de voir quand même les demandes qui peuvent émaner de chaque personne, quoi. Heureusement, c'est une minorité. La Oui, majorité bien des sûr. patients sont très bien, mais ces cas-là, ouais, c'est sûr que... C'est-à-dire que tout le monde a un problème avec une partie de son physique à un moment ou l'autre dans sa vie. Et en Bien fait, toi, tu penses qu'il faudrait démocratiser la chirurgie esthétique aujourd'hui? Est-ce que c'est quand même un peu pointé du doigt? Tu sais que c'est typiquement, aujourd'hui, il y a les magazines qui sortent, on dit « Ah putain, elle est refaite, Ouais. tiens les cheveux, tiens les oreilles. » Mais totalement. Mais déjà, quand on s'en rend compte, c'est que ça a été fait de manière un peu abusive et pas forcément bien fait. D'accord, ok. Voilà, il faut que ce soit des choses qui soient assez subtiles. Démocratiser, oui et non, parce que ça reste une intervention. Donc, faut y réfléchir, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Mais en tout cas, informer un peu plus, ça c'est sûr. Est-ce que tu vois, toi, quand tu vois des films passés, des célébrités sur les tapis rouges de Cannes ou autres, tu vois les modifications corporelles? Ouais. Ah, tu vois toujours? Pas toujours. Si c'est fait subtilement parfois, même, Ouais. même nous, on peut ne pas s'en rendre compte. Mais on peut le voir, ouais. Comment ça se voit sur un visage, par exemple, que je sais pas, les pommettes ont été rehaussées ou que je sais pas, il y a eu un lifting ou des paupières? Qu'est-ce qui... Alors, c'est généralement assez discret, mais les liftings, ça va être surtout des personnes à un certain âge qui vont avoir un ovale du visage qui va être parfait. Au niveau des rhinoplasties, il y a parfois des stigmates de l'intervention, avec des lignes qui vont être totalement parfaites, avec une pointe un peu trop remontée. Il y a des choses qui nous mettent un peu la puce à l'oreille, ou des toutes petites cicatrices qu'on va pouvoir voir, quoi. Il y a eu un peu un bad buzz, enfin, pour une actrice qui s'appelle Erin Moriarty de la série The Boys, il y a pas longtemps. Il y a des photos d'elle de la première saison de la série qui sont sorties. On vous mettra à l'image la photo d'Erin Moriarty, justement. Elle a été très critiquée. La photo, on l'a là, tu vois, entre la première et la deuxième. Il y a eu un vrai changement. Pour ceux qui sont en podcast, en fait, physiquement, on voit que les pommettes sont rehaussées. Il y a eu un véritable changement. Ouais. Est-ce que pour toi, elle s'est fait vraiment critiquer au point de bloquer ses réseaux pour pas que les gens lui écrivent? Vraiment un harcèlement. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose de raté, malheureusement? Est-ce que... À partir du moment où ça se voit trop comme ça, où c'est vraiment trop visible, trop stigmatisant, c'est que ça n'a pas été fait de manière assez subtile. Ouais. D'accord, ok. Là, les pommettes sont vraiment trop proéminentes. Le nez, on en parlait de pouvoir voir qu'une personne avait été opérée du nez. Là, on voit tout de suite ce petit nez, ces lignes comme ça, on voit que ça a été opéré. C'était une des questions que les gens se posaient d'ailleurs. Hein, et on voit que le nez est fait, refait. En fait, certains disaient que non, certains disaient que oui. Toi, tu vois que oui. On voit déjà la différence de la pointe du nez avec la photo actuelle et celle d'avant. Quoi. Ok, ouais, donc c'est vraiment totalement plus fine. D'accord. Ça fait presque un nez à Michael Jackson. Quoi. Oui, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Quoi. Est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, que toutes les célébrités font de la chirurgie esthétique à un moment ou à un autre? Est-ce que c'est des choses qui sont répandues ou pour être classiques? Alors, c'est sûr qu'elles ont beaucoup accès parce que déjà, il y a les moyens aussi de le faire. Elles ont les moyens et elles ont une pression, on va dire, sur leur physique. Donc, forcément, qu'elles le font peut-être un petit peu plus en termes de pourcentage que le reste de la population, ça c'est sûr. Est-ce qu'elles ont tout accès? Heureusement que non. Quoi. Ouais, c'est des choses qui se voient quand même. On parlait tout à l'heure du coût qu'avaient certaines opérations. Il y a un sujet dans ton métier, c'est celui de l'argent, parce que tu fais partie des catégories de métiers qui sont les mieux payés aujourd'hui en France, les chirurgiens précisément, et les chirurgiens esthétiques entre autres. Combien tu gagnes aujourd'hui? L'échelle, ça correspond à quoi le salaire moyen d'un chirurgien esthétique en France aujourd'hui? Le salaire moyen d'un chirurgien esthétique en France, c'est à peu près 12 000 € par mois. D'accord. Net. Okay. Après, forcément, ça va varier. Il y a des chirurgiens qui vont bosser 3 jours par semaine, d'autres qui vont bosser 6 jours. Donc ça va varier un peu en fonction de l'activité qu'on a. Toi, c'est quoi ta fourchette globalement mensuelle? C'est quoi? C'est plus de 12 000, moins de 20 000, plus de 20 000? Ouais, c'est plus de 12 000, ouais. D'accord. C'est dans la frange haute, quoi. Après, je travaille beaucoup. Ouais. Ah non, mais c'est même pas un jugement. Ouais. On a reçu une pilote d'avion qui nous expliquait qu'elle touchait 10 000 balles par mois, ou plus quand elle était... Enfin, c'est même pas une question de jugement par rapport à ça. Bien sûr. T'as fait des études longues pour... Enfin, c'est ça aussi. T'as fait combien d'années d'études?
13. 13 ans d'études, Ouais. t'imagines? Enfin, c'est... Et tu as des visages de personnes entre les mains, tu as des parties du corps hyper importantes. C'est même pas une question de... C'est juste que je trouve ça intéressant. Si des personnes qui veulent se lancer dans la médecine, savoir ce qu'elles peuvent gagner aussi au bout, Bien sûr. si... C'est des métiers un peu passion. Ouais, Déjà, si on veut réussir, on va dire, faire des bonnes interventions, il faut être un peu passionné et être appliqué, quoi. Je vois très bien mes confrères qui sont attirés que par l'argent. Hmm. Globalement, il y a des moments où on déraille un petit peu, quoi. Ouais, t'en as quand même que tu sens qui Ah sont oui, là juste pour bien faire... sûr. Parce qu'il y a des opérations qui doivent coûter peut-être parfois plus cher que Plus cher d'autres. que d'autres ou des indications abusives. C'est-à-dire que des gens C'est-à-dire... qui vont dire un petit peu moins non, quoi. Ah oui, Mm. d'accord, ok. Mm. Ça dépend comment, comment Voilà. on en parle, Mm. ça peut être un oui, quoi. Est-ce que tu as parlé de ton parcours d'égalité des chances de début de ta vie? Mm. Quand tu as commencé à gagner ta vie, est-ce que tu as vu un changement? Est-ce que tu as eu envie de quelque chose que tu as pu t'offrir justement parce que tu as commencé à gagner ta vie correctement? Quel est ton projet de vie, toi, en gagnant un peu d'argent? Qu'est-ce qui a changé au niveau de ma vie? Au final, bah, j'ai toujours vécu un peu simplement, on va dire. Mhm. Je me suis fait des plaisirs, bien sûr. Je me suis acheté une moto, je me suis acheté une montre. Au niveau des vacances, forcément, bah, Ça change, bien ça sûr. change les vacances, ça change les restos, on compte un petit peu moins, donc c'est sûr que Ouais. ça. Et t'as pu rendre, enfin tes parents n'avaient pas le même métier que toi. Est-ce Mm. que c'est des choses que tu as pu rendre par la suite, dire ok, j'ai pu avoir ce parcours-là Mm. parce que j'ai bossé et que j'étais un Ouais. bosseur dès le début. Est-ce que tu as pu rendre ça Ouais, j'ai pu aider un petit peu, quoi. Ouais, J'ai remboursé le prêt étudiant de mon petit frère, par exemple, pour qu'il puisse acheter son appartement parce qu'il était trop bloqué par bien, la banque. trop bien. J'ai pu aider un petit peu mes parents aussi, donc ouais, c'est... On a parlé de choses que tu as pu faire, mais il y a des échecs parfois aussi dans toutes les quartiers de Ouais. carrière. Et dans ton métier, les échecs, c'est des choses qui vont mal se passer en termes Mm. d'opération. Tu as un exemple de choses qui se seraient mal déroulées pour toi, où il y a eu des conséquences, tu vois, une Ouais. opération des fesses qui aurait mal marché Donc ça, des complications, on en a tous, Ouais, malheureusement. Même les meilleurs chirurgiens, bien sûr. forcément, Ouais, si ouais, on ouais. opère beaucoup, bah, on a toujours un faible pourcentage de Mm. complications. Moi, une complication qui m'avait marqué, où je m'en voulais énormément, on va dire, c'était une patiente pour une reconstruction mammaire. Donc j'ai D'accord. fait une reconstruction par Dieppe. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est on prend la peau du ventre, Ah oui, d'accord. on va Ok, les ouais. rebrancher microchirurgicalement au niveau des vaisseaux du thorax. Donc c'est une intervention assez longue, hein, Mm. qui dure à peu près entre 5 et 7 heures, à peu près, du coup qui n'est pas anodine pour la patiente. Et c'était une patiente qui avait la peau noire. Du coup, pour la surveillance de ce qu'on appelle le lambeau, la peau qui a été regreffée ici, D'accord. c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'on se rend un peu moins bien compte du temps de recoloration. Ok. Au final, 3 jours après, on se rend compte que c'est pas terrible. Je la repasse au bloc, Mm. et je me rends compte qu'il y a eu une erreur technique de ma part, c'est que les vaisseaux rebranchés ont été twistés, retournés. Ah merde. Donc Ok. au final, bah, la reconstruction, retour au point de départ, quoi. Donc Le tu dois lambeau, refaire toute on doit l'opération. refaire tout. Donc elle a eu le gain pour le ventre, où certes on lui a enlevé son tablier, Ok. mais pour la reconstruction mammaire, voilà, retour au point de départ, quoi. Ah ouais, ok, quand même. Donc là, le but, surtout, déjà on s'en veut énormément, et le but c'est de pas que la patiente ressorte de l'hôpital Mm. euh, au même stade qu'elle est rentrée, quoi. Donc là, j'ai fait un autre type de reconstruction. Cette fois-ci, j'ai pris la peau et le muscle du dos, donc Ok. le muscle grand dorsal, donc, pour lui permettre de reconstruire son sein, quoi. Ah oui, donc il faut faire le lien entre le sein et... Ouais. Ah oui, ok, Mm. d'accord. Ah oui, tu peux réutiliser plein de petits morceaux de chaque du corps pour recréer Ouais. des vaisseaux, pour recréer... Ah, Ouais, c'est on fou, peut quoi. faire des lambeaux avec quasiment n'importe quelle zone du corps. Ouais. Ah wow, ok, ok. T'as eu d'autres choses? Est-ce que par exemple, il y a une cicatrisation qui s'est mal passée parce que les patients n'ont pas respecté des trucs, ou se sont assis sur des endroits, ou même tout simplement parce qu'ils avaient des mauvais comportements Ouais, ça peut arriver, hein, des choses toutes bêtes. Des patients qui fument beaucoup, bah, ça joue énormément sur la cicatrisation. D'accord, On peut avoir ok. des cicatrices qui se réouvrent, des plaies qui sont suintantes ou autres, ça arrive assez régulièrement. Ouais. Mais comment ça se fait? C'est une question bête peut-être, mais Mm. quelqu'un qui par exemple s'est fait opérer des fesses, d'un bras, de ce que Mm. tu veux, mais comment fumer une cigarette va entraîner une mauvaise cicatrisation? C'est que la nicotine, en fait, va faire que les petits vaisseaux vont se serrer, et la peau, Ok. qui est la partie terminale justement des vaisseaux, Mm. bah, va du coup être moins bien irriguée, moins d'oxygène, et du coup cicatrise beaucoup moins bien. Ok. C'est que chaque patient, avant, je leur dis, il faut arrêter de fumer un mois avant, un mois après. Mm. Forcément, après, ils le savent. Il y en a qui le Mm. respectent plus ou moins, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et t'en as Mm. des cas comme ça, des gens qui se sont plaints de ton opération alors que c'était eux qui... Ah oui, bah, tout le monde cherche une justification, on va dire, hein. Ah oui, ouais, Ouais, forcément. ils veulent pas que ce soit eux. Donc, Ouais, ouais, ouais. Même, c'est vrai que dans beaucoup d'opérations, en fait, dans les papiers qu'on remplit avant d'aller sur le billard, on nous mm. dit de ne pas fumer Ouais. parce que ça entraîne des problèmes de cicatrisation pour Ouais. n'importe quelle pathologie, en Ouais, fait. c'est ça, mais on minimise toujours les choses. On se dit, Ouais. ok, bon, c'est bon. C'est quoi le plus gros échec que tu considères de ta carrière, toi? Globalement, sur une personne, cette fille-là, c'est celui que tu nous as raconté, où il y a eu un moment où tu aurais pu faire mieux, Alors,
Oui, il y a des moments où j'aurais pu faire mieux, ça Ouais. c'est sûr. Ça, Mais comme n'importe quel. c'est ça, moi je me remets toujours en question, qu'on peut Ouais. toujours faire mieux. Ouais. Parfois on sort un peu insatisfait d'une intervention ou autre, on se dit mince, pourquoi j'ai fait ci, j'aurais peut-être dû faire ça. Mais cette patiente-là m'a beaucoup marqué, parce que je m'en suis énormément voulu. Parce que là, c'était une faute qui était évitable. Ouais, qui était évitable Ouais, pour le qui coup. était Ouais. évitable. Enfin, Ouais. mais en fait, c'est souvent des erreurs humaines. C'est ça le problème aussi. C'est un métier où tu as besoin d'attention totale. C'est ça aussi qui joue. Bien Et sûr. l'expérience peut-être aussi. Est-ce que tu te sens meilleur aujourd'hui qu'il y a quelques C'est années? sûr, heureusement. Ouais. Ouais. Donc, plus on opère, forcément, plus on acquiert d'expérience, plus on a de complications, plus on sait les anticiper, on va dire. Donc ça joue. Ouais. Hmm. Je suis allé voir sur ton site un peu tous les onglets parce qu'il y a beaucoup de nouveaux types de chirurgie. On parlait tout à l'heure des transitions qui se développent, je pense, depuis 5 ans, à peu près 5-10 ans, qu'il y a vraiment Ouais, une démocratisation. démocratisation. Mm. Et ce qui se démocratise de plus, c'est aussi les greffes capillaires, les implants. Tout le monde parle de la Turquie, c'est les vannes qui tournent le plus sur Internet. C'est des mecs qui reviennent de Turquie dans un avion, ils ont tous des points parce qu'ils se sont fait greffer des. Est-ce que c'est des choses qui sont aujourd'hui très présentes en France aussi? Ouais, c'est vraiment une demande qui explose. Ok. Parce que pareil, on en parle plus. Donc les patients sont plus au courant de ce qui peut être fait. Et on fait un peu les hommes font de plus en plus attention à eux. Ouais. Et ont de plus en plus recours aux interventions de chirurgie esthétique. Parce que j'ai vu Il y a un vrai boom là-dessus. J'ai vu qu'il y avait 80% des hommes qui étaient touchés par la calvitie. la perte de cheveux, de la calvitie ou autre, et même 25% des femmes. Donc ça, Ouais. c'est aussi masculin et féminin. C'est les deux. Et toi, parce qu'aujourd'hui, pourquoi les gens vont en Turquie? C'est une question de prix uniquement? Souvent une question de prix. D'accord. Donc là-bas, c'est pas toujours forcément fait par des médecins. D'accord. Donc forcément, le coût n'est pas le même. Le prix. C'est pas fait par des médecins là-bas? Ouais. C'est-à-dire que c'est pas une obligation d'être fait par. Là-bas, on peut arriver voir un médecin et après, c'est des techniciens qui vont nous faire la greffe de cheveux, quoi. Ah ouais. Enfin, toi, en tant que médecin en France, chirurgien, ça te pose problème ce genre de choses? Ah c'est même illégal. Ah, c'est illégal. En France, oui. Est-ce qu'il y a des complications qui se passent là-bas dont on n'a pas trop écho? Ouais. Moi, j'en ai déjà vu. Des choses au niveau des greffes, il y a plusieurs types. Soit on va prélever une bandelette, faire plein de petits greffons et les greffer, soit on va prélever cheveux par cheveux. Okay. Donc quand on prélève cheveux par cheveux, c'est très bien, mais souvent il y a des gens qui vont prélever trop de cheveux trop rapprochés. Et au final, ça fait des zones où on avait des cheveux avant, on se retrouve avec beaucoup moins de cheveux, quoi. Ah oui, parce qu'il y a énormément de cheveux. Voilà, il y a eu une erreur de prélèvement de greffe. Ça arrive assez fréquemment. Ouais. C'est quoi le coût en Turquie et c'est quoi le coût en France de la même opération? Le coût en Turquie, c'est variable. Déjà, ils vont parler en nombre de cheveux, généralement. En nombre de cheveux? Ouais. Ah oui, donc en nombre de cheveux greffés, quoi. Donc ça peut être très variable. C'est une greffe de cheveux en Turquie, ça peut coûter 4 000 €, quoi. 3-4 000 €. Okay. Avec le vol et l'hôtel inclus, quoi. Alors que, ah oui, ils font des packages. Ils font des packages. Il y a même des influenceurs maintenant qui récupèrent des patients à l'étranger. Ouais. Il y a un vrai business en Turquie. Ah oui, donc il y a des guides touristiques quand tu arrives, tu as la visite du bled, machin et tout. Ouais. Ah ouais. Ils ont l'avion, ils ont l'hôtel compris, ils ont tout compris dedans, quoi. Donc ça, c'est 4 000 balles, 5 000 balles. Voilà. Et en France, c'est quoi le. En France, ça va varier pareil en fonction de la technique et la durée, mais c'est pas forcément le double du prix, mais ça va être facilement 2-3 000 € de plus. Ouais. Ah oui, puis en plus, en France, c'est des médecins, des chirurgiens qui le font. C'est ça aussi qui. Et surtout, il y a un suivi, quoi. Ouais, il y a un suivi. Il n'y a pas de risque en France par rapport en Turquie. Non, il y a des risques partout. Mais si moi je fais une greffe de cheveux et qu'il y a une complication, ce qui peut arriver, le lendemain je vois le patient, quoi. Mais c'est quoi une complication typique dans ce genre de cas? Alors typique, il peut y avoir une petite infection, des choses comme ça, quoi. Ok, Un d'accord. petit saignement. C'est pas des interventions qui se compliquent énormément, mais des choses qu'il faut gérer au début avant que ça devienne plus grave, quoi. Et on a vu pas mal de célébrités aussi arriver avec des cheveux alors qu'elles n'en avaient pas avant. Est-ce que c'est des choses qui se démocratisent? Est-ce que tu vois des gens, on s'en doute pas, mais qui ont eu des implants? Est-ce que c'est des choses que tu vois souvent? Ouais, c'est fréquent. Ouais. Il y a qui comme personne, par exemple, qu'on peut citer qui ont eu. Enfin, pour le coup, c'est public quasiment. Mais... Cyril Lignac, Cédric Grolet. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Beckham. Ah, Beckham aussi? Ouais. Lewis Hamilton. Ah, wow, ok. Ouais, okay. mal, ah, oui, quand même pas mal de gens qui ont recours à ça, ouais. Ok. Là, on a parlé de pas mal de profils de personnes qui ont eu recours à des. On va terminer là-dessus, je pense, mais qui ont eu recours à la chirurgie esthétique ou plastique. Est-ce que toi, tu as déjà eu recours pour certaines choses de ton corps ou, tu vois, sur lesquelles tu n'étais pas très heureux? Non, j'ai jamais eu recours à la chirurgie. Ouais. Par contre, j'ai déjà testé le Botox. C'est vrai? Ouais. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait un petit reste de flacon d'une patiente à qui j'avais fait. Ah ouais, Et finalement, elle voulait pas toute la zone. Alors, on va pas jeter ça. Et comme ça, je me... Attends, parce que le Botox, c'est pourquoi c'est... T'avais pas envie de le jeter, ça coûte très cher, c'est quoi comme matière? Ça coûte cher, ouais, c'est ça, c'est de la toxine botulique. Et c'est un prix par flacon. Mais ça vient d'où? C'est quoi comme produit? Alors, c'est de la toxine botulique. Ouais. Donc, de base, c'est vraiment... si on en prenait à haute quantité, on pourrait mourir avec ça.
Ah ouais, Donc d'accord. il y avait même le botulisme dans les années dans les Oui, c'est vrai, il y a c'était une plusieurs maladie années. Donc ancienne. c'est la même maladie, hein, c'est la même chose. Sauf qu'à concentration et à dose beaucoup moins importante, ça permet en fait de relâcher les muscles Ok. Et tu t'en es injecté où? sur le front. Ah ouais, t'as zéro ride. Hein. Ouais. Je vois, c'est vrai, un mec, il a pas de ride du tout, quoi. Et ça, c'est des choses qui se font beaucoup, le Botox. Ouais, c'est Et très c'est pas fréquent. trop cher? Si, c'est cher quand même. Alors c'est beaucoup moins cher qu'une intervention, bien sûr, hein. Et ça, est-ce qu'on peut en faire toute sa vie sans risque? Ouais. Ouais, en fait, tu Ouais, peux. parce que c'est digéré naturellement par le corps. Ah ouais, il n'y a pas de Donc, risque, au c'est bout fait de par 6 mois, il y a petite plus rien dose. encore, ouais. Et ça s'injecte où? Dans les lèvres, dans la tête? Généralement, c'est la partie haute. Donc c'est les rides du lion, les petites rides autour des yeux, les rides du front. Parce qu'on a vu j'avais des vidéos, j'ai vu en regardant un peu le sujet, Mm. de personnes qui se font injecter dans les lèvres. Ouais. Des choses, c'est quoi? C'est du Botox C'est de aussi? l'acide hyaluronique, généralement. Acide hyaluronique, Ouais. d'accord. Là, c'est Et pour ça avoir sert à du quoi? volume, quoi. Ah, c'est volume, pour gonfler Ouais, un peu pour les gonfler, lèvres, ouais. quoi. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, Alexandre. Tu as répondu à Merci. pas mal de questions. Je pense que que moi, je me posais en tout cas sur la chirurgie esthétique et que peut-être d'autres personnes se posaient. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et merci à vous de nous suivre de plus en plus sur Légende. On sort des interviews le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc si, comme Alexandre, vous voulez peut-être nous envoyer un mail pour passer dans l'émission, n'hésitez pas, on va traiter ça dès que possible et on vous rappellera évidemment. Merci à tous et merci, à bientôt. À bientôt.